Mon fils m'a appelé. Maman, on a déménagé dans une autre région la semaine dernière. On a oublié de te le dire. Je suis restée figée pendant 5 secondes. J'ai répondu « C'est très bien, mon chéri. Bonne chance. » J'ai raccroché. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai envoyé un email à mon avocat avec une pièce jointe très spéciale. 5 secondes. C'est tout ce qu'il m'a fallu pour comprendre que ma vie venait de se scinder en deux. La voix de Julien était distante, presque mécanique, comme s'il lisait un texte que quelqu'un d'autre avait écrit pour lui. C'était un mardi après-midi. Je préparais le bœuf bourguignon que mon petit-fils Léo aimait tant lorsque le téléphone a vibré sur la table de la cuisine. J'ai vu son nom sur l'écran et mon cœur a fait un bond. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis 3 semaines. « Maman, il faut que je fasse vite. Je suis sur le départ. » a-t-il commencé, sans même me demander comment j'allais. On a déménagé à Lyon la semaine dernière. Charlotte a trouvé un poste incroyable là-bas et, eh bien, on a oublié de te le dire. Tu sais comment c'est? Tout s'est passé si vite. On a oublié de te le dire. Comme si j'étais la voisine. Comme si j'étais la dame qui vend des gaufres au coin de la rue. Comme si je n'étais pas la femme qui l'avait mis au monde, qui avait veillé toute la nuit sur lui quand il avait eu une pneumonie à 7 ans, qui avait vendu les bijoux de sa grand-mère pour payer son école de commerce. « C'est très bien, mon chéri », ai-je répondu. Ma voix est sortie plus calme que je ne l'aurais cru. Bonne chance pour ce nouveau chapitre. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse remarquer le tremblement de mes mains. Le silence qui s'est installé dans ma cuisine était si lourd que je le sentais m'écraser la poitrine. J'ai regardé la cocotte de bœuf qui mijotait sur le feu, les petits pains frais recouverts d'un torchon brodé, les jouets de Léo que je gardais toujours dans un panier à côté de la salle à manger. Tout ce que j'avais préparé avec tant d'amour me semblait soudain être une mauvaise blague. Mais je n'ai pas pleuré. Non. À ce moment-là, j'ai marché jusqu'à ma chambre, avec des pas qui semblaient peser des tonnes. J'ai ouvert le tiroir de ma table de chevet et j'ai sorti mon ordinateur portable. Celui que Julien m'avait offert il y a 2 ans en me disant « Comme ça, tu resteras connectée, maman. Tu ne rajeunis pas. » Quelle ironie. Je me suis assise sur le bord du lit, le même lit que j'avais partagé avec Antoine pendant 32 ans avant qu'un cancer ne me l'arrache. J'ai ouvert ma messagerie avec des doigts tremblants mais déterminés. J'ai tapé l'adresse de Maître Dubois, mon avocat de toujours. C'est lui qui s'était occupé de la succession d'Antoine. Il était là quand j'ai hérité du terrain près du parc Montsouris, ce lopin de terre qui valait maintenant plus de 3 millions d'euros. Le même terrain où, il y a seulement 8 mois, j'avais accepté que Julien et Charlotte construisent notre maison familiale. Notre maison. Quelle plaisanterie. J'ai écrit le message, court, direct, sans drame. Maître Dubois, je dois lancer la procédure dont nous avons discuté la semaine dernière. Toute la documentation est en pièces jointes. Il est temps d'agir. Et là venait le meilleur, la pièce jointe, ce dossier que je préparais en secret depuis des mois pendant qu'il pensait que je n'étais qu'une vieille femme sotte et sentimentale. Des photos, des captures d'écran, des enregistrements audio, des copies des documents que j'avais signés sans bien les lire. Selon Charlotte, des relevés bancaires, tout. Chaque humiliation documentée, chaque mensonge, chaque centime qu'ils m'ont soutiré. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai refermé l'ordinateur d'un clic sec qui a résonné dans ma chambre vide. Parce que voici la vérité que personne ne vous dit quand vous êtes mère. Il arrive un moment où l'amour et la dignité se croisent à un carrefour. Et vous devez choisir. Pendant des années, j'ai choisi l'amour. J'ai avalé des couleuvres. J'ai fermé les yeux sur les affronts. J'ai justifié l'injustifiable. Charlotte vient d'une famille difficile, me disais-je. Julien est stressé par son travail. Ce n'est pas facile d'être une belle fille. Des mensonges que je me racontais pour ne pas affronter la vérité la plus douloureuse. Mon fils était devenu un étranger et j'avais permis qu'il fasse de moi un inconvénient dans ma propre vie. Mais cet appel, ce « on a oublié de te le dire », prononcé avec une telle indifférence, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ou plutôt, ce fut le coup de marteau qui a fait voler le verre en 1000 éclats irréparables. Je me suis levée du lit, je suis retournée à la cuisine et j'ai éteint le feu. Le bœuf bourguignon pouvait attendre. Ou peut-être que personne ne le mangerait jamais. Ça n'avait plus d'importance. Ce qui importait, c'est que pour la première fois depuis 4 ans, depuis que Charlotte était entrée dans nos vies comme un ouragan silencieux, j'avais pris une décision, et cette fois, personne d'autre que moi n'en aurait le contrôle. J'ai regardé par la fenêtre la rue. Des enfants jouaient à la balle. Monsieur Martin arrosait ses plantes. Madame Lefebvre balayait son porche comme tous les après-midi.
la vie suivait son cours normal pour tout le monde. Mais pour moi, tout venait de changer. J'ai repris mon téléphone et j'ai regardé la dernière photo que j'avais de Julien avec moi. Il avait 6 ans. Nous étions au parc des Buttes-Chaumont, ses bras enroulés autour de mon cou, souriant avec ses dents de travers que je trouvais si attachantes. « Je t'aime, maman », était la légende que j'avais écrite cet après-midi-là, il y a tant d'années. Ce garçon n'existait plus, et la femme qui accepterait n'importe quoi juste pour ne pas le perdre non plus. Parce que parfois, le véritable amour n'est pas de s'accrocher. Parfois, c'est de laisser partir. Et parfois, laisser partir signifie se battre pour ce qui vous appartient avant qu'on ne vous prenne tout, y compris votre dignité. J'ai mis le téléphone dans ma poche et j'ai pris une grande inspiration. Dans 72 heures, mon fils recevrait une notification légale qui changerait tout. Et quand cela arriverait, il comprendrait enfin qu'oublier de dire à sa mère qu'on a déménagé a des conséquences. Car moi, je n'avais rien oublié, absolument rien. Si cette histoire touche votre cœur ou vous rappelle quelqu'un de proche, ne partez pas. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à me suivre dans ce voyage, car ce qui va suivre, croyez-moi, vous ne voudrez pas le manquer. Il y a 4 ans, quand Julien m'a appelé pour me dire qu'il voulait me présenter quelqu'un de spécial, j'ai ressenti cette excitation que seule une mère peut comprendre. Mon fils, mon unique fils, avait enfin trouvé quelqu'un qui le rendait heureux, après si longtemps concentré uniquement sur son travail d'ingénieur. C'était un dimanche d'octobre. J'avais préparé une dinde rôtie entière avec sa farce et ses marrons, le plat préféré de Julien depuis qu'il était enfant. J'ai mis la table avec la nappe en lin qu'Antoine m'avait offerte pour notre 15e anniversaire. J'ai sorti le service de porcelaine. J'ai même acheté des fleurs fraîches pour le centre de table. Je voulais que tout soit parfait. Quand la sonnette a retenti, je me suis essuyé les mains sur mon tablier et j'ai ouvert la porte avec un immense sourire. Charlotte mesurait presque 1,75 m. Elle portait des talons vertigineux qui la faisaient apparaître encore plus imposante et un tailleur-pantalon couleur bordeaux qui sentait l'argent à des kilomètres. Ses cheveux bruns tombaient parfaitement sur ses épaules. Son maquillage était impeccable. Elle était belle, je ne pouvais pas le nier, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Quelque chose que je n'ai pas su déchiffrer à ce moment-là. « Enchantée de vous rencontrer, Madame Hélène », dit-elle en me tendant la main au lieu de me faire la bise. Sa poignée de main était ferme, presque agressive. « Julien m'a tant parlé de vous. » Julien rayonnait. Je ne l'avais jamais vu comme ça, avec cette lumière dans les yeux, ce sourire qui ne quittait pas son visage. Il était vraiment amoureux, et je voulais qu'il soit heureux. Alors j'ai ignoré cette petite voix en moi qui me disait que quelque chose clochait. Pendant le dîner, Charlotte a parlé sans arrêt de son travail dans un cabinet de conseil, de ses voyages d'affaires à Londres et Berlin, de ses plans ambitieux. Julien a à peine placé un mot. Il se contentait de la regarder, captivé, alors qu'elle dominait chaque seconde de la conversation. « Quelle maison chaleureuse », a dit Charlotte en regardant ma salle à manger. La façon dont elle a dit « chaleureuse » m'a donné l'impression qu'elle avait dit « petite » ou « démodée ». Julien m'a dit que vous êtes ici depuis près de 30 ans. 32, ai-je corrigé en essayant de garder un ton amical. J'ai grandi ici. Mon fils a grandi ici. Cette maison a une histoire. Bien sûr, l'histoire est importante, a-t-elle répondu avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Mais parfois, il faut savoir quand il est temps de passer à autre chose. Vous ne trouvez pas? C'était le premier signe, mais je l'ai laissé passer. Les mois suivants furent un tourbillon. Julien me rendait de moins en moins visite. Avant, il passait les dimanches avec moi, m'aidait avec les réparations de la maison, nous parlions pendant des heures autour d'un café. Maintenant, ce n'était que des excuses. Charlotte veut aller dans ce nouveau restaurant. On a des projets avec les amis de Char. Sa famille nous a invités sur la Côte d'Azur. Sa famille, comme si la sienne n'existait pas. En février, 6 mois après leur rencontre, Julien m'a appelé, excité. « Maman, j'ai demandé Charlotte en mariage et elle a dit oui. On se marie en août. 6 mois de relation. 6 mois pour décider de passer le reste de sa vie avec quelqu'un. Tu ne trouves pas que c'est un peu rapide, mon chéri? Ai-je osé demander. Vous apprenez à peine à vous connaître. Maman, quand tu trouves la bonne personne, tu le sais. Papa et toi, vous vous êtes mariés rapidement aussi, non? Il avait raison sur ce point. Antoine et moi, nous étions mariés moins d'1 an après notre rencontre, mais c'était différent. Ou du moins, c'est ce que je voulais croire. Le mariage a eu lieu dans un jardin élégant du Val d'Oise. Charlotte voulait que tout soit parfait, tout contrôlé. J'ai proposé de participer aux frais. Après tout, j'étais la mère du marié. « Ne vous inquiétez pas, Madame Hélène,
m'a dit Charlotte avec ce sourire condescendant. Mes parents ont déjà tout pris en charge. Vous, détendez-vous et profitez. Je me suis sentie comme une invitée au mariage de mon propre fils. Pendant la cérémonie, quand l'officiant a demandé si quelqu'un avait une objection, une pensée m'a traversé l'esprit, mais je l'ai refoulée très loin. Julien avait l'air si heureux, si complet. Qui étais-je pour gâcher ça? Après le mariage, les choses ont changé encore plus vite. Julien et Charlotte ont emménagé dans un appartement dans le Marais. Un endroit agréable, moderne, mais incroyablement cher. Quand je suis allée leur rendre visite pour la première fois, Charlotte a ouvert la porte avec un sourire tendu. « Madame Hélène, quelle surprise! Julien ne m'avait pas dit que vous veniez. Je l'ai appelé ce matin, il m'a dit de passer, ai-je répondu, portant un plat de la blanquette de veau que j'avais cuisiné pour eux. Ah, d'accord. Eh bien, entrez. Même si j'aurais préféré que nous nous coordonnions avant, vous savez, pour que la maison soit présentable. La maison était impeccable. Trop impeccable. Comme une salle d'exposition, pas un foyer. Cette visite a duré 20 minutes. Charlotte avait un appel de conférence important et j'ai compris que son travail était très exigeant. 3 mois plus tard, pour son 34e anniversaire, Julien n'a pas répondu à mes appels. Je l'ai appelé 5 fois. Rien. Je lui ai envoyé des textos. Rien. J'ai passé tout l'après-midi à regarder le fraisier que j'avais fait pour lui, à le voir là, intact, se moquant de moi. Le lendemain, j'ai reçu un message laconique. « Désolée, maman. Ça m'est sorti de la tête. Charlotte a organisé une fête surprise avec ses amis et j'ai éteint mon téléphone. Ça lui était sorti de la tête. Son anniversaire, le jour où je l'ai mis au monde après 18 heures de travail. Cette nuit-là, j'ai pleuré pour la première fois. J'ai pleuré en serrant la montre de poche d'Antoine, celle qu'il portait toujours et que je gardais maintenant dans ma table de chevet comme un trésor. « Oh, Antoine !» ai-je murmuré dans l'obscurité de ma chambre. « Qu'est-ce qui arrive à notre fils ?» Mais le pire était encore à venir. Je n'imaginais même pas ce que Charlotte avait prévu, ni comment elle utiliserait l'amour de mère que je ressentais comme une arme contre moi. Car quand décembre est arrivé et qu'ils m'ont invité à passer Noël avec eux, j'ai cru que les choses allaient s'améliorer. J'ai cru que c'était peut-être une question de temps que Charlotte s'habitue à moi. Comme je me trompais. Le dîner de Noël avait lieu chez les parents de Charlotte à Neuilly-sur-Seine, une demeure de 3 étages avec un jardin et même une fontaine. Je suis arrivée avec mon jambon au miel et ma tarte aux noix, fière de partager nos traditions. La mère de Charlotte, Isabelle, m'a accueillie avec une gentillesse feinte. « Oh, Madame Hélène, il ne fallait pas vous donner cette peine. Nous avons déjà un traiteur pour le dîner. » Ma nourriture a fini dans la cuisine, reléguée parmi les plats sales. Pendant le dîner, on m'a assise au bout de la table, loin de Julien. J'écoutais les rires, les toasts, les conversations dont je ne faisais pas partie. À un moment donné, Charlotte a levé son verre et a dit « Un toast à cette belle famille qui m'a accueillie, à mes beaux-parents, qui ne sont plus là, mais qui seraient sûrement fiers de Julien. » Antoine n'était pas là, mais moi si. J'étais là, vivante, présente, invisible. Julien n'a même pas corrigé sa femme. Il a juste trinqué avec un sourire. Cette nuit-là, je suis rentrée seule en taxi pendant que tout le monde continuait la fête. Et là, sur la banquette arrière de cette voiture qui sentait le désodorisant au pain et les vieilles cigarettes, j'ai pris une décision. Je n'allais plus mendier une place dans la vie de mon fils. S'il voulait m'éloigner, il pouvait essayer, mais ce ne serait pas aussi facile qu'il le pensait. Les mois suivants furent comme assister à la mort de quelqu'un au ralenti. Chaque appel sans réponse, chaque excuse, chaque « je te rappelle, maman » qui n'arrivait jamais. C'était comme m'arracher un morceau d'âme. Février est arrivé avec son air froid et ses promesses vides. Pour mon 66e anniversaire, je me suis levée tôt comme toujours. J'ai fait du café, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai attendu. J'ai attendu l'appel qui arrivait à 7 heures du matin sans faute. L'appel où Julien chantait « Joyeux anniversaire », faux, mais avec tout son cœur, comme quand il était petit. 7 heures ont passé, puis 8, puis 9. À 10 heures, j'ai reçu un SMS. « Joyeux anniversaire, maman. Désolée de ne pas appeler. Réunion très tôt. On t'aime très fort. On t'aime, au pluriel. Comme si l'amour de Charlotte pour moi était réel. » Je n'ai pas répondu. J'ai fixé ce message froid, sans âme, et quelque chose en moi s'est brisé pour de bon. Mais la vie continuait, car c'est ce qu'elle fait. La vie continue même si vous vous effondrez de l'intérieur. En mars,
Ma meilleure amie Léa m'a invitée à son barbecue familial. Allez, Hélène, tu ne peux pas rester seule à la maison tout le temps. Tu as besoin de te distraire. Léa me connaissait depuis que nous étions petites. Elle pouvait lire ma tristesse même quand j'essayais de la cacher. Je suis allée à cette réunion et c'est là que j'ai entendu les mots qui allèrent confirmer mes pires soupçons. J'étais dans la cuisine, aidant à servir le punch, quand j'ai entendu la voix de Rose, la cousine de Léa, parler dans le salon. Je n'essayais pas d'écouter aux portes, mais mon nom a flotté dans la conversation comme une alarme. Oui, mon amie Sophie, qui travaille avec Charlotte, me l'a dit. Elle dit qu'au bureau, elle se plaint tout le temps de sa belle-mère, qu'elle est trop dépendante, qu'elle cherche toujours l'attention, que Julien ne peut pas vivre sa propre vie parce que sa mère ne le lâche pas. La louche m'est tombée des mains, éclaboussant le sol de punch chaud. « Et qu'est-ce que Julien dit ?» a demandé une autre voix. Eh bien, d'après Sophie, Julien ne la défend plus. Elle dit que Charlotte le mène par le bout du nez, que Madame Hélène a appelé en pleurant un jour parce qu'elle n'avait pas eu de nouvelles depuis 3 semaines. Et Charlotte a dit à Julien que sa mère était manipulatrice, qu'elle utilisait les larmes pour le faire culpabiliser. Manipulatrice. Moi, la femme qui avait fait des doubles journées comme secrétaire pour que son fils puisse étudier l'ingénierie dans une université privée, celle qui a vendu l'acte de propriété du petit terrain que ma grand-mère m'avait laissé dans le désert pour payer son programme d'études à l'étranger, celle qui est devenue veuve et ne s'est jamais remariée pour consacrer toute son attention à ce garçon qui me voyait maintenant comme un fardeau. J'ai quitté cette maison sans dire au revoir. Léa m'a rattrapée dans la rue. « Hélène, attends. Ne les écoute pas. Ce ne sont que des ragots. »« Des ragots ?» ai-je dit, sentant les larmes commencer à me brûler les yeux. « Léa, mon fils ne me parle pas. Quand il le fait, c'est par obligation. Sa femme me déteste et il la laisse faire. Ce ne sont pas des ragots. C'est ma réalité. Cette nuit-là, seule dans ma maison, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai ouvert Facebook et j'ai cherché le profil de Charlotte. Je n'utilisais pas habituellement les réseaux sociaux, mais j'avais besoin de comprendre. J'avais besoin de voir ce qu'elle montrait au monde. Son profil était plein de photos, elle et Julien dans des restaurants élégants, elle et Julien à la plage, elle et Julien à des fêtes avec des amis, sourire parfait, pose étudiée, légende mièvre sur le grand amour. J'ai continué à faire défiler et j'ai trouvé une photo de Noël, le même Noël où j'avais été, invisible dans cette demeure. La photo montrait Charlotte, Julien et ses parents. La légende disait « Noël en famille », béni d'avoir les meilleurs beaux-parents du monde. Je n'existais pas. Il n'y avait même pas une mention, un commentaire, rien. C'était comme si je n'avais pas été là, comme si je n'existais pas. J'ai refermé l'ordinateur si fort que l'écran a tremblé. Mes mains étaient moites, et mon cœur battait si vite que j'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque sur le champ. Mais le pire est arrivé en avril, lors d'un déjeuner de famille organisé par la sœur d'Antoine, ma belle-sœur Béatrice. C'était l'anniversaire de sa fille, et nous nous sommes tous réunis chez elle dans les Yvelines. Je suis arrivée tôt, comme toujours, pour aider aux préparatifs. Julien et Charlotte sont arrivés avec 2 heures de retard. Quand ils sont entrés, Charlotte portait un chemisier en soie ivoire qui devait coûter plus de 2 mois de mon loyer. Julien portait une bouteille de vin qui n'était probablement pas bon marché non plus. Ils avaient l'air élégants, prospères, parfaits. « Désolée pour le retard », a dit Charlotte avec ce sourire que je connaissais si bien. Nous avions un petit déjeuner de travail avec des investisseurs. Vous savez comment sont les affaires. Béatrice leur a donné leur place à la table principale. J'ai fini assise avec les cousins éloignés près de la cuisine. Pendant le repas, Charlotte a monopolisé toute l'attention. Elle a parlé de sa promotion dans l'entreprise, du nouveau SUV qu'ils allaient acheter, de leur projet de voyage en Europe pour l'été. Et puis, dit-elle à un moment, s'essuyant délicatement la bouche avec sa serviette, nous regardons aussi les options pour déménager dans une maison plus grande. L'appartement devient trop petit pour nous. Julien a hoché la tête avec enthousiasme. Oui, on cherche dans le coin de Boulogne ou de Neuilly quelque chose avec un jardin. 3 chambres, quelque chose avec du potentiel. 3 chambres. Une pour eux, une pour un bureau, une pour les invités. À aucun moment, ils n'ont mentionné une pour la grand-mère, pour moi. Et Hélène ? A demandé Béatrice. Que Dieu bénisse ma belle-sœur. Vous n'avez pas pensé à quelque chose avec de la place pour elle aussi ? Je veux dire, pour qu'elle soit proche du petit enfant quand il arrivera. Le silence qui a suivi était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Charlotte a laissé échapper un rire nerveux. « Oh, Béatrice, vous êtes si drôle. Hélène est parfaitement bien dans sa maison.
Elle a ses affaires, ses souvenirs, son indépendance. Je ne pense pas qu'elle voudrait déménager à son âge, n'est-ce pas, Hélène? Tout le monde s'est tourné vers moi. J'étais au fond, près de la cuisine, comme une invitée de seconde classe à la fête de ma propre famille. Non, bien sûr que non, ai-je menti, sentant ma gorge se serrer. Je suis très bien où je suis. Charlotte a souri victorieusement. Julien ne m'a même pas regardé. Cet après-midi-là, alors que tout le monde se disait au revoir avec des embrassades et des promesses de se revoir bientôt, je me suis approchée de Julien. J'ai pris doucement son bras. « Mon chéri, pouvons-nous parler un instant ?» Il a regardé Charlotte comme pour lui demander la permission. Elle a vérifié sa montre. « Julien, nous devons y aller. Nous devons retrouver les Martin à 18h. »« Maman, ça peut être un autre jour ?» m'a dit mon fils, mon unique fils, sans même me regarder dans les yeux. Nous sommes en retard. Je les ai regardés s'éloigner. Julien a ouvert la portière de la voiture pour Charlotte avec une douceur qu'il ne me montrait plus. Elle est montée élégamment, sans regarder en arrière, sans dire au revoir. Béatrice s'est approchée et a posé une main sur mon épaule. « Hélène, cette femme n'est pas bonne pour Julien. N'importe qui peut le voir. »« Mais lui ne le voit pas, » ai-je murmuré, « ou il ne veut pas le voir. » Cette nuit-là, de retour dans ma maison vide, je me suis assise dans le salon plongée dans le noir. Je n'ai pas allumé les lumières, je n'ai pas mis la télévision, je suis juste restée là, dans le même fauteuil où Julien et moi regardions des films le vendredi, où il faisait ses devoirs pendant que je tricotais, où nous rions et parlions jusqu'à nous endormir. Maintenant, ce fauteuil n'était plus que le mien, et la maison, si pleine de souvenirs, ressemblait à un mausolée. Mais quelque chose changeait en moi. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était quelque chose de plus sombre, de plus froid. C'était le début de la fin de ma patience. Car c'est une chose d'être ignorée, c'en est une autre d'être effacée. Et Charlotte m'effaçait, ligne par ligne, de la vie de mon fils. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais encore de l'encre et que j'étais sur le point d'écrire ma propre fin. Mai est arrivé avec sa chaleur suffocante et un appel téléphonique qui allait tout changer. C'était un samedi matin. J'arrosais les plantes dans le jardin quand le téléphone a sonné. Julien. Mon cœur a fait un bond stupide et plein d'espoir, comme si c'était la première fois qu'il m'appelait depuis des mois. « Maman, comment vas-tu » Sa voix semblait étrangement joyeuse, presque forcée. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. 3 mois. 3 mois exacts depuis notre dernière vraie conversation. Je suis là, mon chéri, tu sais, comme d'habitude. Super, super. Dis, maman, Charlotte et moi voulons venir te voir cet après-midi. Nous avons quelque chose d'important à te dire, quelque chose qui va te rendre très heureuse, quelque chose d'important. Quelle ironie. Quand quelque chose de vraiment important était arrivé dans ma vie, comme quand on m'a enlevé la vésicule biliaire l'année dernière, il n'était pas là. Il est arrivé à l'hôpital quand j'étais déjà en convalescence avec un bouquet de fleurs fanées qu'il avait clairement acheté dans une station-service. Bien sûr, mon chéri, je vous attends. J'ai raccroché et un sentiment étrange m'a envahi. Ce n'était pas de l'excitation. C'était plutôt un pressentiment, cette intuition que les mères développent après des années à connaître leurs enfants. J'ai passé l'après-midi à nettoyer, à cuisiner. J'ai fait du thé glacé, coupé des fruits, préparé des feuilletés à la saucisse. Une partie de moi voulait encore lui faire plaisir, cherchait encore son approbation comme s'il était ce garçon de 7 ans qui me serrait dans ses bras et me disait que je faisais la meilleure cuisine du monde. Ils sont arrivés à 17h. Charlotte portait une robe beige, des lunettes de soleil qu'elle n'a enlevées qu'une fois à l'intérieur de la maison, et ce sourire que j'avais déjà appris à déchiffrer. Faux, calculateur, dangereux. « Madame Hélène, votre maison est si charmante », dit-elle en regardant autour d'elle comme si c'était la première fois qu'elle venait, alors qu'elle était venue au moins 10 fois. Elle a un charme très traditionnel. Traditionnel. Une autre façon élégante de dire vieux, démodé. Nous nous sommes assis dans le salon. Julien était nerveux, agité, évitant mon regard. Charlotte, au contraire, était détendue, en parfait contrôle de la situation. « Maman, nous avons une nouvelle merveilleuse », a commencé Julien en me regardant enfin. Ses yeux brillaient, mais je ne savais pas si c'était de bonheur ou d'autre chose. Charlotte est enceinte. Tu vas être grand-mère. Le monde s'est arrêté une seconde. Une grand-mère. J'allais être grand-mère. Un petit enfant, une continuation d'Antoine, de moi, de notre famille. Les larmes me sont montées aux yeux sans permission. Je me suis levée pour serrer Julien dans mes bras, mais Charlotte est intervenue,
tendant formellement la main comme si nous étions des partenaires commerciaux. Merci, Madame Hélène. Nous sommes très excités. Je me suis rassise, essuyant mes larmes avec le dos de la main, essayant de digérer l'information. Mais ce n'est pas tout, a continué Charlotte, croisant élégamment les jambes. Nous voulons aussi partager nos projets d'avenir avec vous. Julien et moi avons beaucoup réfléchi au type de vie que nous voulons offrir à notre bébé. Ça y est, je le sentais dans l'air, dans la façon dont Charlotte se penchait en avant, dans la façon dont Julien fixait le sol. L'appartement où nous vivons est trop petit pour élever un enfant. Nous avons besoin d'espace, d'un jardin, d'un endroit où il pourra grandir en sécurité et heureux. Vous avez raison, ai-je dit, ne comprenant toujours pas où cela menait. Vous pourriez chercher une maison à louer en attendant d'économiser pour acheter quelque chose à vous? Charlotte a laissé échapper un petit rire qui m'a glacé le sang. Eh bien, Madame Hélène, en fait, nous sommes venus vous proposer quelque chose de bien mieux, quelque chose qui nous profiterait à tous. Julien a enfin parlé. Maman, nous avons pensé à ton terrain, celui près du parc Montsouris, celui que papa t'a laissé. Mon terrain. Le terrain qu'Antoine avait acheté il y a 20 ans avec les économies de sa vie. Le terrain qui avait pris de la valeur année après année alors que le quartier devenait l'un des plus prisés de la ville. 600 mètres carrés dans un emplacement de choix. Mon pécule, ma sécurité. Qu'est-ce qu'il y a avec mon terrain? Ai-je demandé, sentant ma bouche s'assécher. Eh bien, a repris Charlotte comme si c'était sa conversation, sa décision. La vérité est qu'à votre âge, Madame Hélène, entretenir une propriété de cette taille est compliqué. Vous devez payer les impôts fonciers, les charges, et vous ne l'utilisez même pas. Il est juste là, vide, sans but. C'est mon héritage, ai-je répondu, plus fermement que prévu. C'est ce qu'Antoine m'a laissé. Exactement, a interrompu Julien avec cette voix douce qu'il utilisait quand il voulait me convaincre de quelque chose. C'est ton héritage, maman, mais ça pourrait être tellement plus. Nous pourrions y construire une belle maison, une grande maison à 2 étages avec un jardin, et tu pourrais vivre avec nous. Nous serions une vraie famille. Une vraie famille. Comme si nous n'en avions pas été une avant, comme si les 4 dernières années de distance et de mépris n'étaient là que mon imagination. Nous construirions tout avec nos économies, a poursuivi Charlotte. Nous avons de très bons contacts avec des architectes et des constructeurs. Nous ferions quelque chose de moderne, de fonctionnel. Et évidemment, nous aurions un espace spécial pour vous, Madame Hélène. Votre propre chambre avec une salle de bain privée pour que vous ayez votre intimité, mais que vous soyez proche de votre petit-fils. Ma propre chambre sur mon propre terrain. Quelle générosité! Je ne sais pas, ai-je dit lentement, essayant de rassembler mes pensées. C'est une très grande étape. Je dois y réfléchir. Le masque de Charlotte s'est fissuré une seconde. J'ai vu de la frustration dans ses yeux. Maman, Julien s'est agenouillé devant moi, me prenant les mains. Il y avait si longtemps qu'il ne m'avait pas touchée comme ça, j'avais presque oublié ce que ça faisait. Pense-y. Tu pourrais voir ton petit-fils grandir chaque jour. Tu ne serais pas seul dans cette grande maison. Nous serions tous ensemble, en famille. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Il avait raison. C'était exactement ce que j'avais toujours voulu. Être proche de mon fils, de mon futur petit-fils, ne plus me réveiller seule chaque matin dans cette maison pleine de souvenirs et vide de vie. Et comment ça fonctionnerait, exactement? Ai-je demandé, sentant ma résistance commencer à s'effriter. Les dépenses, la construction, la propriété. Ce serait très simple, a dit Charlotte en sortant des papiers parfaitement pliés de son sac. Mon ami Bertrand est notaire. Il nous aiderait avec toute la paperasse. En gros, vous conserveriez la propriété du terrain, mais vous nous donneriez l'autorisation légale de construire. C'est un contrat temporaire pendant la construction de la maison. Ensuite, quand tout sera prêt, nous pourrons faire les arrangements finaux pour que nous soyons tous enregistrés comme propriétaires. Tout est très transparent. Tout est légal. Les papiers tremblaient dans mes mains. Il y avait des petits caractères, de longs paragraphes, des termes juridiques que je ne comprenais pas. Je ne sais pas, laissez-moi le lire. Consultez Maître Dubois. Maître Dubois? Charlotte a presque craché le nom. Cet homme doit avoir 90 ans, maman. Avec tout le respect que je vous dois, nous avons besoin d'avocats à jour qui comprennent comment les choses fonctionnent maintenant. Maître Dubois avait 74 ans et était l'avocat de confiance d'Antoine depuis 30 ans. Mais Charlotte avait une façon de vous faire douter de tout, même des personnes en qui vous aviez le plus confiance. Maman, a serré Julien mes mains, fais-moi confiance. Quand est-ce que je t'ai déjà laissé tomber? Cette question m'a fait plus de mal qu'il ne pouvait l'imaginer car la réponse était « constamment, depuis 4 ans ».
Mais à ce moment-là, avec ses yeux suppliants et la promesse d'un petit-fils, d'une famille unie, de ne plus être seule, tout cela a obscurci mon jugement. D'accord, ai-je murmuré, mais je veux tout lire avant de signer. Charlotte a souri, et ce sourire aurait dû m'avertir que je venais de commettre la plus grosse erreur de ma vie. Les 3 mois suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. D'une part, Julien était de retour dans ma vie. Il m'appelait presque tous les jours. Il passait les week-ends. Il est même allé au marché avec moi un samedi, comme quand il était petit. D'autre part, quelque chose ne semblait pas juste. C'était comme si tout était trop parfait, trop soudain. Charlotte organisait tout avec une efficacité militaire. Elle venait chez moi avec des classeurs remplis de plans, des catalogues de finition, des devis d'entreprise de construction, toujours souriante, toujours polie, poussant toujours pour que les choses aillent plus vite. Madame Hélène, regardez comme ces sols en porcelaine seraient beaux dans le salon, disait-elle en me montrant des magazines de design. Et dans votre chambre, nous pourrions installer un immense placard avec de la place pour toutes vos affaires. Ma chambre. Chaque fois qu'elle le disait, quelque chose se tordait dans mon estomac. Un après-midi de juillet, Charlotte est arrivée avec Bertrand, le notaire. C'était un homme d'environ 45 ans, costume cher, sourire étudié, une poignée de main trop ferme. Madame Hélène, un plaisir. Charlotte m'a dit des merveilles de vous, dit-il en ouvrant sa mallette sur la table de ma salle à manger. Nous allons faire ça rapidement et simplement pour que vous n'ayez pas à vous inquiéter. Rapide et simple. Ces mots auraient dû m'alarmer. Il a posé une pile de documents devant moi. Ceci est juste une autorisation temporaire pour que votre fils puisse commencer la construction sur le terrain. Vous conservez la pleine propriété, ne vous inquiétez pas. C'est juste une formalité. Et pourquoi ne peut-il pas construire sans ce papier? Ai-je demandé en essayant de comprendre. Bertrand a laissé échapper un rire condescendant. Oh, madame, c'est parce que la banque ne prête pas d'argent pour la construction si le demandeur n'a pas un document prouvant son droit de construire sur la propriété. C'est de la simple bureaucratie. Rien d'inquiétant. Julien était assis à côté de moi, hochant la tête à chaque mot du notaire. C'est la procédure standard, maman. Toutes les banques l'exigent. J'ai pris le stylo que Bertrand me tendait. Il me semblait aussi lourd que du plomb. J'ai regardé mon fils, cherchant dans ses yeux un signe de doute, d'avertissement. Je n'ai vu que de l'excitation, de l'espoir, cette lumière qui s'était éteinte depuis des années. J'ai signé 1, 2, 3 pages, mon nom complet sur chaque ligne pointillée. Parfait, a dit Bertrand en rassemblant rapidement les papiers. Dans 2 semaines, nous devrions avoir le prêt approuvé et nous pourrons commencer la construction. Ils ont tenu parole. 2 semaines plus tard, les machines sont arrivées sur ma propriété. Le bruit des tracteurs, la poussière, le mouvement constant des ouvriers ont transformé cet espace tranquille en un chaos organisé. Julien m'emmenait voir les progrès chaque semaine. Regarde, maman, c'est là que sera l'immense cuisine avec l'îlot central. Et là-bas, ta chambre, avec de grandes fenêtres pour laisser entrer le soleil. En septembre, les murs étaient en montée. C'était une belle maison, je ne pouvais pas le nier. 2 étages, façade moderne, grandes fenêtres. Charlotte avait conçu chaque détail. Un dimanche, alors que nous mangions chez moi, Charlotte a lâché la bombe. « Madame Hélène, nous avons une nouvelle merveilleuse, » dit-elle en caressant son ventre de 5 mois. Le bébé est un garçon. Nous allons l'appeler Léo, comme mon grand-père. Léo. Ils n'ont même pas envisagé de l'appeler Antoine, comme son grand-père paternel. Quel joli nom, ai-je menti, sentant un pincement au cœur. Eh bien, avec le bébé en route, nous devons accélérer la construction, a continué Charlotte. Le problème, c'est que le budget est un peu plus élevé que prévu. Le coût des matériaux a augmenté. Vous savez comment sont les choses. Julien s'est éclairci la gorge, mal à l'aise. Maman, on pensait, eh bien, le terrain est à toi. La maison va être pour tout le monde. Pourrais-tu nous aider avec une partie des coûts de construction? Ça y est. La vraie raison de cette réconciliation soudaine? De combien avez-vous besoin? Ai-je demandé, bien que je savais déjà que la réponse serait élevée. 250 000 €, a dit Charlotte sans ciller. Je sais que ça semble beaucoup, mais c'est un investissement. C'est pour la maison où ton petit-fils grandira. 250 000 €. Les économies que j'avais de ma retraite, de l'assurance vie d'Antoine, d'années de travail. Mon coussin financier, ma sécurité. C'est tout ce que j'ai, ai-je murmuré. Nous savons, maman, a pris Julien ma main.
Et c'est pourquoi ça signifie tant pour nous. Ce serait ton cadeau à ton petit-fils. Imagine quand Léo grandira, tu pourras lui dire que sa grand-mère a aidé à construire sa maison. Charlotte a ajouté, « En plus, Madame Hélène, quand la construction sera terminée, la maison vaudra au moins 3 millions d'euros. Votre investissement triplera. » Les jours suivants furent une torture. Maître Dubois m'a appelé, inquiet. « Hélène, je n'aime pas ça. Laissez-moi revoir les papiers que vous avez signés. » Mais il était trop tard. J'avais déjà dit oui. J'avais déjà promis l'argent. Et surtout, j'avais déjà vu l'espoir dans les yeux de Julien. J'ai viré les 250 000 euros sur le compte de l'entreprise de construction. J'ai vu mon solde bancaire chuter, me laissant à peine 50 000 en réserve. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée là à regarder le plafond, serrant la montre de poche d'Antoine. « Pardonne-moi, mon amour », ai-je murmuré à l'air. « Pardonne-moi de dépenser tes économies comme ça, mais c'est pour notre petit-fils, c'est pour la famille. » En décembre, Léo est né. Quand Julien m'a appelé de l'hôpital, j'étais prête avec le sac à langer que j'avais acheté, les petits cadeaux que j'avais tricotés de mes propres mains. « Maman, mieux vaut ne pas venir aujourd'hui. Charlotte est très fatiguée et a besoin de se reposer. On te préviendra demain. » Demain s'est transformé en 3 jours. Quand ils m'ont finalement laissé aller à l'hôpital, Léo avait déjà 4 jours. La chambre était remplie de fleurs, de ballons, de visiteurs. Les parents de Charlotte, ses sœurs, ses amis. Je suis arrivée avec mon humble cadeau et mon cœur brisé. Charlotte m'a permis de tenir Léo pendant exactement 5 minutes. Attention à sa tête, Madame Hélène. Pas comme ça. Laissez-moi vous montrer comment faire. Ce beau bébé, avec les yeux de Julien et le nez d'Antoine, était mon petit-fils, mais il me semblait être la propriété privée de Charlotte. Février est arrivé avec la maison presque terminée. Elle avait l'air spectaculaire, mais quand je suis allée voir ma supposée chambre, mon cœur s'est serré. Ce n'était pas une chambre, c'était un débarras, petit, sombre, avec une minuscule salle de bain et une fenêtre qui donnait sur l'arrière-cour. « C'est temporaire, maman », a expliqué Julien, jusqu'à ce que nous finissions de tout installer. Un mensonge. Tout était un mensonge, et j'avais été trop sotte pour le voir venir. Mars de l'année suivante est arrivé avec la promesse du déménagement. La maison était prête, impressionnante, avec ses 2 étages étincelants et son jardin parfaitement aménagé. Charlotte a organisé une petite pendaison de crémaillère. Elle a invité ses amis, ses parents, ses collègues de travail. J'ai aidé dans la cuisine, préparant des amuse-gueules pour lesquelles personne ne m'a remercié. « Madame Hélène, les crevettes vont sur la table de la terrasse ?»« Pas ici », m'a corrigé Charlotte, déplaçant le plateau que j'avais si soigneusement arrangé. Pendant la visite que Charlotte faisait à ses invités, j'ai tout entendu depuis la cuisine. Voici la suite parentale avec un dressing et une salle de bain attenante. Ici, la chambre de Léo, conçue dans des couleurs neutres pour stimuler son développement. Et voici le bureau de Julien. Personne n'a demandé où était ma chambre. Personne ne semblait remarquer mon absence de la visite. Quand tout le monde est parti, Charlotte m'a emmenée à l'arrière de la maison. Voici votre espace. Madame Hélène. Je sais que c'est petit, mais c'est chaleureux. Chaleureux. La pièce faisait à peine 10 mètres carrés. Le lit simple tenait juste à côté de la vieille armoire qu'ils avaient ramenée de chez moi. La salle de bain était si étroite qu'il fallait entrer de côté. La fenêtre donnait sur le mur du voisin. C'est temporaire, ai-je répété les mots de Julien comme un mantra. C'est temporaire, mais ce n'était pas le cas. Le déménagement a été chaotique. Les meubles de ma maison étaient dispersés dans la nouvelle construction. Mon salon s'est retrouvé dans la salle familiale principale, ma salle à manger dans l'espace des invités, mes tableaux sur les murs que Charlotte a choisis. Toutes mes affaires étaient partout, mais rien n'était vraiment à moi. « Oh, Madame Hélène, ce fauteuil est très usé. On ferait mieux de le mettre au garde-meuble », disait Charlotte en montrant le fauteuil où Antoine lisait le journal tous les matins. « Ces assiettes sont ébréchées, on devrait les jeter. » Le service de mariage de mes parents avec ses bords dorés et ses petites imperfections. Ce tableau ne va pas avec la décoration moderne. Le tableau que Julien avait peint pour moi à l'école primaire. Son premier autoportrait. Toute ma vie était mise au rebut, pièce par pièce. Les règles sont arrivées la 2e semaine. Charlotte les appelait des « accords de coexistence » et les a écrites sur une feuille de papier qu'elle a collée au réfrigérateur avec un aimant. Horaire de la cuisine, 7h-8h et 18h-19h. En dehors de ces heures, veuillez ne pas utiliser la cuisinière. Interdiction de recevoir des visiteurs sans préavis de 24 heures.
Jour de lessive, mardi et vendredi, maximum 2 machines. Interdiction d'entrer dans la chambre de Léo sans autorisation. J'ai lu cette liste, sentant l'humiliation me brûler les joues. Interdiction d'entrer dans la chambre de mon propre petit-fils. Ce sont juste des règles pour nous aider à être plus organisés, a expliqué Julien quand je me suis plainte. Vivre ensemble nécessite des limites, maman. Ne le prends pas personnellement. Comment ne pas le prendre personnellement, alors qu'il me traitait comme une employée sur mon propre terrain? Les humiliations sont devenues quotidiennes. Un mardi, Charlotte est entrée dans ma chambre sans frapper. « Madame Hélène, avez-vous utilisé mon shampoing ?» a-t-elle demandé, les bras croisés. « Non, j'ai le mien. » Eh bien, parce qu'hier il était plein, et aujourd'hui il est à moitié vide. Et comme vous êtes la seule à aller dans la salle de bain du haut quand vous nettoyez, je vous dis que je ne l'ai pas utilisé, Charlotte. D'accord, d'accord. Je dis juste que si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez demander. Vous n'avez pas à prendre des choses qui ne sont pas à vous. Elle m'accusait d'être une voleuse sur mon propre terrain, avec mon propre argent investi dans chaque centimètre de cette maison. Pire encore fut le jour où j'ai voulu tenir Léo. Le bébé pleurait dans sa poussette dans le salon. J'étais à côté, pliant le linge. Je l'ai pris, le berçant doucement comme j'avais bercé Julien il y a 34 ans. Charlotte est descendue en courant. « Que faites-vous, Madame Hélène ?»« Rien, je le calmais juste. Je vous ai dit 1000 fois de ne pas le prendre sans vous laver les mains d'abord. »« Les microbes, Madame Hélène. Les microbes. » Elle m'a arraché Léo des bras comme si j'étais une menace, comme si j'étais une étrangère dangereuse. Je me suis lavé les mains. Ai-je menti, sentant les larmes monter? Non. Vous ne l'avez pas fait. Je vous ai vu. Vous pliez le linge, et ensuite vous l'avez touché. S'il vous plaît, soyez plus prudente avec mon fils. Mon petit-fils, pas son fils. Mon petit-fils. Mais a apporté une autre surprise. Nous dînions, l'un des rares moments où nous partagions la table tous les trois. « Madame Hélène, nous devons parler de quelque chose d'important, » a commencé Charlotte en s'essuyant délicatement la bouche. Julien a arrêté de manger, fixant son assiette. La vérité est que les dépenses de la maison sont très élevées. L'eau, l'électricité, le gaz, les impôts fonciers, tout a beaucoup augmenté. Je peux aider, ai-je offert. J'ai ma retraite. Oui, eh bien, c'est précisément de cela que nous voulions parler. Nous pensons qu'il est juste que vous contribuiez à une part proportionnelle des dépenses. Bien sûr, pas de problème. Combien? Charlotte a fait glisser un morceau de papier sur la table. C'était une liste détaillée. Électricité, eau, gaz, Internet, impôts fonciers. Entretien. En bas, en chiffres rouges, contribution mensuelle suggérée, 800 €. 800 €, près de la moitié de ma pension. C'est beaucoup, ai-je balbutié. Madame Hélène, vous vivez ici, vous utilisez les services. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que tout soit gratuit. Mais j'ai mis 250 000 € pour la construction, et le terrain est à moi. Le visage de Charlotte s'est durci. Le terrain est à vous, mais la maison est à nous. Nous avons payé la construction, les finitions, tout. Votre contribution était volontaire. Personne ne vous a forcé. J'ai regardé Julien, attendant qu'il me défende, qu'il dise quelque chose. Maman, c'est ce qui est juste. Nous devons tous contribuer. Cette nuit-là, seule dans ma petite chambre au fond, j'ai fait les comptes. Avec le paiement mensuel, il me resterait à peine 600 € pour la nourriture, les médicaments, le transport, tout. Et je devais encore payer ma mutuelle. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai sorti la montre d'Antoine du tiroir de la table de chevet. « Il me vole, mon amour », ai-je murmuré à la montre. « Il me vole mon argent, ma dignité, mon petit-fils, et je ne sais pas comment les arrêter. » Mais je me suis souvenu de quelque chose. Je me suis souvenu que des mois auparavant, quand j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas, j'avais appelé Maître Dubois. Il avait insisté pour revoir les papiers. « Hélène, apportez-moi tout ce que vous avez signé, tout. » Et je l'avais fait. Je lui avais apporté des copies de chaque document. Je me suis levée du lit et j'ai cherché au fond de mon placard la boîte à chaussures où je gardais les papiers importants. Elle était là, la carte de Maître Dubois et une note qu'il avait écrite lui-même. « Hélène, quand vous serez prête à agir, appelez-moi. » J'ai mis la carte dans ma poche. Ce n'était pas encore le moment. J'avais besoin de plus de preuves, car quelque chose me disait que le pire était à venir. Et j'avais raison. Les mois suivants furent les plus sombres de ma vie. Juin, juillet,
août passèrent dans un brouillard d'humiliation quotidienne qui me faisait douter de mon existence, me demandant si j'étais devenue un fantôme sur mon propre terrain. Les matins étaient les pires. Je me réveillais à 5h30, avant tout le monde, pour pouvoir utiliser la cuisine sans les déranger. Je me faisais mon café en silence, en faisant attention à ce que la cafetière ne fasse pas trop de bruit. Une fois, j'ai fait tomber une cuillère dans l'évier et Charlotte est descendue furieuse. « Madame Hélène, il est 6h du matin. Léo vient de s'endormir il y a 2 heures. Pouvez-vous, s'il vous plaît, être plus prudente? » Je me suis excusée comme si j'avais commis un crime, comme si faire du bruit dans ma propre cuisine était un péché impardonnable. Pire fut le jour où j'ai voulu inviter Léa à déjeuner. J'ai prévenu Charlotte une semaine à l'avance, comme le stipulèrent les règles. « Madame Hélène, la maison est réservée ce jour-là. Des clients de Julien viennent pour conclure une affaire. Vous ne pouvez pas avoir de visiteurs, mais je vous l'ai dit il y a 1 semaine, et je vous dis avec 2 semaines d'avance que ce jour est occupé. Les visites professionnelles sont prioritaires. J'ai dû annuler avec Léa. Je ne peux pas te recevoir ici. Retrouvons-nous chez toi, ai-je écrit, sentant la honte me ronger jusqu'à l'os. Hélène, qu'est-ce qui se passe? M'a-t-elle demandé au téléphone. Cette maison est sur ton terrain. Comment peux-tu ne pas recevoir de visiteurs? Je ne savais pas quoi répondre, car le dire à voix haute rendrait tout trop réel, trop pathétique. En juillet, ma sœur Corinne est venue de la Nouvelle-Orléans pour me rendre visite. Je ne l'avais pas vue depuis 2 ans. Quand elle est arrivée et a vu où j'avais été reléguée, ses yeux se sont remplis de larmes. « Hélène, c'est une chambre de bonne. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'est temporaire. » Ai-je encore menti, le mensonge auquel je ne croyais même plus moi-même. Pendant sa visite de 3 jours, Corinne a tout vu. Elle a vu comment Charlotte me parlait avec ce ton condescendant. Elle a vu comment Julien m'ignorait quand sa femme était présente. Elle a vu comment il m'interdisait de tenir Léo sans surveillance. Ce bébé est ton petit-fils, Hélène. Tu as des droits. Je ne veux pas causer de problème. Léo est le fils de Charlotte. C'est elle qui décide. Léo est le fils de ton fils, et tu es sa grand-mère. Réveille-toi, ma sœur, il te marche dessus. Mais je suis restée paralysée, croyant encore que si je me comportais bien, si je suivais toutes les règles absurdes, les choses finiraient par s'améliorer. Août a apporté la goutte d'eau qui a failli faire déborder le vase. Charlotte a trouvé une trace de rouge à lèvres sur une serviette. « Madame Hélène, avez-vous utilisé les serviettes blanches de la salle de bain des invités? »« Non, j'ai les miennes. »« Eh bien, quelqu'un les a utilisées et les a tachées. Et comme vous nettoyez les salles de bain, ce n'est pas moi, Charlotte. Eh bien, quelqu'un doit remplacer ces serviettes. L'ensemble a coûté 100 €. Je vais déduire 25 € de votre prochain paiement. Mon prochain paiement. Comme si j'étais une employée. Comme si les 800 € que je payais déjà mensuellement n'étaient pas une humiliation suffisante. Cette nuit-là, j'ai appelé Maître Dubois depuis ma chambre, la porte fermée, en chuchotant. « Maître Dubois, j'ai besoin de savoir exactement ce que j'ai signé. J'ai besoin de savoir si je peux faire quelque chose. Hélène, je vous attendais. Venez au bureau demain. J'ai des informations que vous devez entendre. » Le lendemain, j'ai prétexté un rendez-vous chez le médecin. J'ai pris le métro pour le centre-ville. J'ai marché les 3 pâtés de maison jusqu'au vieil immeuble où Maître Dubois avait son bureau depuis 40 ans. Il m'a accueilli avec une accolade paternelle, m'a offert un café, m'a fait asseoir. Puis il a sorti un dossier épais. « Hélène, ce que je vais vous dire, vous n'allez pas l'aimer, mais vous devez le savoir. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Les papiers que vous avez signés n'étaient pas une autorisation temporaire. C'était un acte de cession de droit de construction. En gros, vous avez donné à Julien et Charlotte le droit légal de construire sur votre terrain et d'enregistrer la construction à leur nom. Le monde a commencé à tourner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la maison, bien qu'elle soit sur votre terrain, est légalement leur propriété. S'ils le voulaient, ils pourraient vous poursuivre pour occupation du terrain et vous forcer à payer un loyer pour y vivre. Mais Bertrand a dit que c'était temporaire, que je garderais la propriété. Bertrand a menti. Ou pire, il savait exactement ce qu'il faisait. J'ai enquêté sur ce notaire. Il a plusieurs procès contre lui pour fraude immobilière. C'est un ami proche de Charlotte. Ils travaillent régulièrement ensemble. Les larmes ont commencé à couler de manière incontrôlable. Maître Dubois, j'ai investi 250 000 €. C'était tout ce que j'avais. Je sais, Hélène. Et il y a plus. J'ai examiné les finances de Charlotte. Elle a plus de 40 000 € de dettes de carte de crédit. Elle est poursuivie par 2 banques. Cette femme est désespérée d'argent. Tout a commencé à prendre sens. La grossesse opportune, l'intérêt soudain de Julien, la construction rapide.
la pression constante. Que puis-je faire? Ai-je demandé en essuyant mes larmes. Nous pouvons les poursuivre. Nous avons des motifs de fraude pour récupérer votre investissement, pour nous battre pour la propriété. Mais j'ai besoin que vous m'apportiez plus de preuves. Enregistrements, messages, documents, tout ce que vous pouvez obtenir. J'ai quitté ce bureau en étant une personne différente. Je n'étais plus la grand-mère naïve qui croyait aux bonnes intentions de son fils. J'étais une femme qui venait de comprendre qu'elle avait été escroquée par sa propre famille. J'ai acheté un petit enregistreur dans un magasin d'électronique du centre-ville. 40 € que j'ai eu du mal à dépenser, mais je savais que c'était un investissement. De retour à la maison, ou ce qu'il en restait, Charlotte m'attendait à la porte. « Où étiez-vous, Madame Hélène? Je vous ai cherché tout l'après-midi. » Léo pleurait, et j'avais besoin que vous le gardiez pendant que je travaillais. Mon rendez-vous chez le médecin. Je vous l'avais dit. Eh bien, la prochaine fois, laissez votre téléphone allumé. Je vous ai appelé au moins 10 fois. J'ai vérifié mon téléphone. Il n'y avait aucun appel manqué. Cette nuit-là, dans ma chambre, j'ai activé l'enregistreur et je l'ai caché dans la poche de ma robe de chambre. À partir de ce moment, chaque conversation, chaque humiliation, chaque ordre absurde a été enregistré. Septembre est arrivé avec la collecte du loyer. Charlotte m'a appelé dans le salon. « Madame Hélène, les 800 € par mois ne suffisent plus. Les charges ont augmenté. À partir de ce mois-ci, ce sera 1 200 €. 1 200. Plus de la moitié de ma pension. Je ne peux pas payer ça, Charlotte. Alors nous devrons chercher d'autres alternatives. Peut-être qu'il est temps que vous trouviez un endroit plus abordable où vivre. » L'enregistreur dans ma poche a capté chaque mot, chaque menace voilée, chaque tentative de me pousser hors de mon propre terrain. Et j'ai continué à rassembler des preuves. J'ai continué à être la vieille femme obéissante qui ne causait pas de problème, parce que maintenant j'avais un plan. Maintenant, je savais exactement ce que je devais faire. J'attendais juste le moment parfait pour agir. Octobre m'a trouvée transformée. À l'extérieur, j'étais toujours la même Hélène soumise, celle qui demandait la permission d'utiliser sa propre cuisine, celle qui baissait la tête à chaque commandement de Charlotte. À l'intérieur, j'étais une femme en mission, une femme qui documentait chaque injustice avec la précision d'un détective. L'enregistreur est devenu mon meilleur allié. Je le portais dans la poche de ma robe de chambre, dans mon sac de course, caché parmi les chiffons de nettoyage. Chaque conversation était enregistrée. Chaque humiliation, chaque menace, chaque mensonge. Un après-midi, en faisant semblant de nettoyer le bureau de Julien, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Sur son bureau, à moitié caché sous des papiers, se trouvait un document bancaire, un relevé de prêt hypothécaire. J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes et j'ai pris une photo. Le prêt était de 2 millions d'euros. La garantie? Mon terrain. La caution? La construction enregistrée au nom de Julien et Charlotte. Ils avaient utilisé ma propriété pour s'endetter, sans ma permission, sans que je le sache. Cette nuit-là, j'ai de nouveau rencontré Maître Dubois. Je lui ai apporté les photos, les enregistrements, tout. Hélène, c'est de la fraude majeure. Ils ont utilisé votre propriété comme garantie sans votre consentement. Et à quoi servait le prêt? Maître Dubois a enquêté. 2 jours plus tard, il m'a appelé avec la réponse. L'argent a été utilisé pour rembourser les dettes de Charlotte et pour acheter le nouveau SUV qu'ils ont. Ce n'était pas pour la construction. La construction a été payée par vous, avec vos 250 000 €. Je me suis assise sur un banc de parc où personne ne pouvait entendre ma conversation. Le monde tournait autour de moi alors que je digérais l'information. J'ai aussi découvert autre chose, a continué Maître Dubois. Bertrand, le notaire, a été radié il y a 3 mois. Les documents que vous avez signés n'ont pas une pleine validité juridique. Il y a des irrégularités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous pouvons nous battre et nous pouvons gagner. Mais nous devons agir vite, avant qu'ils n'essaient de légaliser quoi que ce soit d'autre ou de vendre la propriété. Vendre? Ils peuvent faire ça? Avec les documents frauduleux qu'ils ont, ils pourraient essayer. J'ai vu des cas comme ça. C'est pourquoi nous devons agir maintenant, Hélène. J'ai passé les semaines suivantes à me préparer. Maître Dubois a rédigé la plainte. Fraude immobilière, utilisation illégale de propriété comme garantie, falsification de documents, spoliation. Nous avons rassemblé toutes les preuves. Les enregistrements, les photos, les relevés bancaires, les témoignages de Léa et Corinne. Nous avons également enquêté plus en profondeur sur Charlotte. Maître Dubois a engagé un détective privé. Ce que nous avons découvert était dévastateur. Charlotte avait 2 cartes de crédit au maximum.
Elle devait 40 000 euros, comme l'avait dit Maître Dubois, mais elle avait aussi un procès en cours pour fraude d'une entreprise précédente où elle travaillait. Elle avait falsifié des factures, avait été licenciée et poursuivie. Julien ne savait rien de tout cela. Mon fils avait épousé une menteuse professionnelle et ne le savait même pas. Un soir de novembre, alors que nous dînions, Charlotte a lâché une autre bombe. Madame Hélène, Julien et moi avons réfléchi. Cette situation de vie ne fonctionne pas. Julien fixait son assiette, incapable de me regarder dans les yeux. Nous pensons qu'il serait préférable pour tout le monde que vous trouviez votre propre espace. Un petit appartement, à proximité. De cette façon, nous maintiendrions notre indépendance tout en gardant le contact. L'enregistreur dans ma poche a capté chaque mot. « Mais c'est mon terrain », ai-je dit doucement, sans m'énerver. « Oui, mais la maison est à nous, et vivre tous ensemble crée des frictions. Vous méritez votre tranquillité, Madame Hélène. Nous pouvons vous aider avec le loyer d'un endroit pour les premiers mois, le temps que vous vous installiez. Il voulait me mettre dehors. Il voulait à mon terrain, mon investissement, mon héritage, et il voulait me jeter comme un vieux meuble qui n'était plus utile. Laissez-moi y réfléchir, ai-je dit en me levant de table. Dans ma chambre, j'ai appelé Maître Dubois. C'est le moment. Préparez tout. Je veux agir la semaine prochaine. Vous êtes sûre, Hélène? Complètement sûre. Les jours suivants furent les plus difficiles de ma vie. Continuer à faire comme si de rien n'était, en sachant ce qui allait arriver. Regarder Julien jouer avec Léo, en sachant que dans quelques jours notre relation changerait pour toujours. Une partie de moi aimait encore mon fils. Je voulais encore croire qu'il était une victime de Charlotte, qu'elle l'avait manipulé. Mais une autre partie, celle qui s'était réveillée après des mois d'humiliation, connaissait la vérité. Julien avait fait un choix. Il avait choisi l'argent, le confort, la vie facile, et il m'avait sacrifié dans le processus. Le mardi de la semaine suivante, Julien m'a appelé, il était midi. J'étais au marché en train d'acheter des légumes. « Maman, il faut que je fasse vite, je suis sur le départ. On a déménagé à Lyon la semaine dernière. Charlotte a trouvé un poste incroyable là-bas et, eh bien, on a oublié de te le dire. Tu sais comment c'est. Tout s'est passé si vite. Le monde s'est arrêté. La dame du stand de légumes essayait de me faire payer, mais je ne l'entendais pas. Je n'entendais que ces mots. On a oublié de te le dire. Ils avaient déménagé avec mon petit-fils, avec mes 250 000 euros investis, avec mon terrain hypothéqué, et ils avaient oublié de me le dire. C'est très bien, mon chéri, ai-je répondu avec un calme que je ne ressentais pas. Bonne chance pour ce nouveau chapitre. J'ai raccroché, j'ai laissé les légumes là, sans les acheter. J'ai marché directement chez moi, je suis montée dans ma chambre, j'ai fermé la porte, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je l'avais acheté dans un cybercafé voisin, en payant en espèces pour que Charlotte ne sache pas que j'en avais un. Je suis allée sur ma messagerie, j'ai rédigé le message à Maître Dubois. C'est le moment. Lançons tout aujourd'hui. Derniers enregistrements en pièces jointes. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Puis j'ai fait autre chose. Je suis allée sur le groupe WhatsApp de la famille, celui avec mes belles-sœurs, mes cousins, ma sœur. J'ai écrit un long message détaillé. Je leur ai tout raconté. L'escroquerie, la fraude, les humiliations, les dettes de Charlotte, le prêt illégal. J'ai joint des photos des documents. J'ai cliqué sur « Envoyer » et j'ai éteint mon téléphone. Je me suis assise sur le bord de mon lit, serrant la montre d'Antoine. C'est fait, mon amour. Je suis fatiguée d'être la sotte. Je suis fatiguée de les laisser me marcher dessus. Maintenant, c'est mon tour. Dans 72 heures, Julien recevrait une convocation du tribunal, un gel de ses comptes, une plainte pour fraude qui pourrait l'envoyer en prison. Et quand cela arriverait, il comprendrait enfin qu'oublier sa mère a des conséquences. Parce que moi, je n'avais rien oublié. Et maintenant, il était enfin temps de passer à la caisse. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise sur le bord de mon lit, à fixer le téléphone éteint sur la table de chevet. Dehors, la ville continuait son rythme normal. Les chiens aboyaient, les voitures passaient, la vie continuait, mais en moi, quelque chose avait changé pour toujours. À 6 heures du matin, j'ai rallumé le téléphone. Les messages ont immédiatement commencé à affluer. Léa, Corinne, mes belles-sœurs, mes cousins, tout le monde avait vu ce que j'avais partagé dans le groupe familial. Hélène, je n'arrive pas à croire ce qu'ils t'ont fait. Cousine, compte sur nous pour tout ce dont tu as besoin. Ce misérable de Julien va payer pour ça. Mais le message qui m'a brisé le cœur venait de Béatrice, ma belle-sœur. Hélène. Antoine serait si fier de toi. Il était temps que tu te défendes. Nous t'aimons. J'ai pris une douche,
Je me suis habillée, j'ai fait du café. Pour la première fois depuis des mois, j'ai utilisé la cuisine sans crainte, sans regarder l'horloge. Après tout, il n'y avait plus personne à déranger. La maison était vide. Julien et Charlotte étaient repartis sans dire au revoir, comme des voleurs dans la nuit. À 9 heures, Maître Dubois est arrivé à la maison. Il était accompagné d'un avocat plus jeune, son associé, Maître Mendez. Hélène, bonjour. Êtes-vous prête pour ça? Plus prête que je ne l'ai jamais été dans ma vie. Nous nous sommes assis à la table de la salle à manger, la table que j'avais achetée avec mon premier salaire de secrétaire il y a 35 ans. Maître Dubois a étalé des documents sur la surface. La plainte est déposée. Le juge l'a acceptée ce matin en raison de la fraude flagrante. Dans 48 heures, ils seront signifiés. Et la saisie est déjà en cours. Nous avons gelé le compte détenant le prêt hypothécaire. Nous avons également alerté la banque pour qu'il ne puisse en faire aucun mouvement avec la propriété. Maître Mendez a ajouté « De plus, nous avons contacté le bureau du procureur au sujet du notaire frauduleux. Bertrand est déjà sous enquête. Si Charlotte a travaillé avec lui sur ce dossier, elle fera également face à des accusations. » Et Julien? Ai-je demandé, la voix brisée. Maître Dubois a soupiré. Julien est complice, Hélène. Il a signé des documents, utilisé votre propriété, bénéficié de la fraude. Légalement, il est tout aussi coupable que Charlotte. J'ai hoché la tête, ravalant mes larmes. Mon fils, mon unique fils, le garçon qui avait grandi dans cette maison, qui avait joué dans ce jardin, qui avait promis de toujours prendre soin de moi. Y a-t-il autre chose que vous devez savoir? A poursuivi Maître Dubois. Nous avons enquêté sur l'offre d'emploi à Lyon. Elle n'existe pas. Charlotte n'a pas de travail là-bas. Ils ont déménagé pour fuir, pour s'échapper avant que vous ne puissiez réagir. Alors, que vont-ils faire? Probablement essayer de vendre la maison rapidement avant que nous ne puissions les rattraper légalement. C'est pourquoi nous avons agi si vite. La propriété est déjà gelée. Ils ne peuvent pas la vendre sans faire face à des conséquences pénales. J'ai passé le reste de la journée dans un étrange état d'alerte. Chaque fois que le téléphone sonnait, mon cœur sursautait. Mais Julien n'a pas appelé, ni Charlotte. Silence absolu. Le jeudi après-midi, 48 heures après avoir envoyé mon email, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Julien. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Maman. Sa voix semblait désespérée, brisée. Maman, qu'as-tu fait? Bonjour Julien, ne me sors pas ça. Nous venons de recevoir une convocation du tribunal. Tu nous poursuis. Ta propre mère. Oui, je vous poursuis, toi et ta femme, pour fraude, spoliation et utilisation illégale de ma propriété. Tu es folle. Nous avons tout fait de bonne foi. Tu as tout accepté. J'ai accepté sous de faux prétextes. J'ai signé des documents qu'on m'a dit être temporaires alors qu'il s'agissait en fait d'une cession de droit. Vous avez utilisé mon terrain comme garantie pour un prêt sans mon autorisation et avez dépensé mes 250 000 € pour payer les dettes de Charlotte et acheter un SUV. Silence à l'autre bout. Maman, je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi, Julien? Tu ne savais pas que ta femme avait 40 000 € de dettes? Tu ne savais pas qu'elle avait été licenciée de son précédent emploi pour fraude? Ou tu ne savais pas que tu me faisais vivre dans un débarras après que j'ai investi les économies de ma vie dans votre maison? Maman, s'il te plaît, on peut arranger ça. Ça n'a pas besoin d'aller au tribunal. Tu aurais dû y penser avant de déménager sans me le dire, avant d'oublier que tu avais une mère. C'était une décision de dernière minute. Charlotte a eu un travail et... Charlotte n'a pas de travail à Lyon, Julien. Nous avons déjà enquêté. Vous êtes parti parce que vous fuyiez, parce que vous saviez ce que vous aviez fait. Un autre silence, plus long, plus lourd. Qu'est-ce que tu veux, maman? De l'argent? La maison? Dis-moi ce que tu veux et on arrangera ça. Je veux la justice. Je veux que vous fassiez face aux conséquences de vos actions. Et je veux retrouver ma dignité. Tu vas nous ruiner. La saisie nous a laissés sans argent. Nous avons un bébé, maman. Ton petit-fils. Mon petit-fils, que tu ne me laissais pas tenir. Mon petit-fils, dont on a oublié que j'étais la grand-mère quand vous avez oublié de me dire que vous déménagiez. S'il te plaît. La voix de Julien s'est brisée. Maman, s'il te plaît, je suis ton fils. Ces mots m'ont fait plus de mal que je ne l'aurais cru. J'ai fermé les yeux. J'ai serré la montre d'Antoine dans ma poche. C'est précisément pour ça que ça fait si mal, Julien. Parce que tu es mon fils et que tu m'as quand même trahi. Maman. Vous avez une audience préliminaire lundi. Je vous suggère de prendre un bon avocat. Maître Dubois ne montrera aucune pitié. Attends, ne raccroche pas. J'ai raccroché. J'ai éteint le téléphone,
Je me suis assise sur le canapé du salon, le même où Julien s'endormait en regardant des dessins animés. Les larmes que j'avais retenues sont finalement sorties. J'ai pleuré pour le fils que j'avais perdu, pour la famille que je n'aurais jamais, pour les années d'humiliation que j'avais endurées, croyant que l'amour pouvait tout vaincre. Mais j'ai aussi pleuré de soulagement, car pour la première fois depuis des années, j'avais défendu ma dignité. J'avais dit assez, et bien que ça fasse mal, bien que ça me brise l'âme, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Léa est arrivée ce soir-là avec de la nourriture. Elle s'est assise avec moi en silence, me tenant la main. « Tu penses que j'ai bien fait ?» lui ai-je demandé. « Tu as fait ce que tu aurais dû faire il y a des années, Hélène. Personne n'a le droit de te traiter comme ça, pas même ton propre fils. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Pas d'enregistreur caché, pas de peur de faire du bruit, pas de règles absurdes collées au réfrigérateur. Parce que finalement, après si longtemps, je me sentais de nouveau propriétaire de ma propre vie. » Le week-end fut une agonie de silence. Julien n'a pas rappelé. Le téléphone est resté muet, se moquant de moi avec son écran sombre. Mais je savais que le calme n'était que le prélude à la tempête. Le lundi à 8 heures, Maître Dubois est venu me chercher pour aller à l'audience préliminaire. J'ai mis ma plus belle robe, la marron qu'Antoine m'avait offerte pour notre dernier anniversaire. J'ai relevé mes cheveux en un chignon élégant. Je voulais avoir l'air digne, forte. Pas comme la vieille femme brisée qu'ils avaient essayé de faire de moi. Le palais de justice était au centre-ville. Un vieux bâtiment, des couloirs qui résonnaient, des gens qui attendèrent sur des bancs en bois usé. Maître Dubois m'a emmené dans une petite pièce. « Respirez, Hélène. Vous verrez, tout ira bien. » À 9 heures précises, nous sommes entrés dans la salle d'audience, et ils étaient là. Julienne en costume, l'air hagard et privé de sommeil. Charlotte dans une robe noire discrète, les cheveux tirés en arrière, un maquillage minimal. Elle essayait d'avoir l'air vulnérable, comme une victime, mais je connaissais déjà son jeu. Nos regards se sont croisés. Julien a immédiatement baissé les yeux. Charlotte a soutenu mon regard avec une haine pure et non dissimulée. Le juge est entré et l'audience a commencé. Il a lu les charges, fraude immobilière, falsification, utilisation illégale de propriété comme garantie hypothécaire, spoliation. Leur avocat, un jeune homme en costume bon marché, a tenté de plaider que tout était un malentendu, que j'avais donné mon consentement, que c'était un conflit familial qui ne justifiait pas une action en justice. Maître Dubois a détruit chaque argument avec une précision chirurgicale. Il a présenté les enregistrements où Charlotte menaçait de me mettre à la porte. Il a présenté les documents du prêt frauduleux. Il a présenté le rapport sur Bertrand, le notaire corrompu. « Votre honneur », a dit Maître Dubois d'une voix ferme, « ma cliente est une femme de 68 ans qui a été systématiquement spoliée des économies de sa vie par son propre fils et sa belle-fille. Elle a investi 250 000 € de ses seules économies, croyant construire une maison familiale. Au lieu de cela, elle a été reléguée dans un débarras, forcée de payer un loyer sur son propre terrain et finalement abandonnée sans même un au revoir. » Julien essuyait des larmes. Charlotte restait rigide, calculatrice. Le juge a examiné les documents avec une expression grave. Puis il a regardé Julien. « Monsieur Lambert, est-il vrai que vous avez utilisé le terrain de votre mère comme garantie pour un prêt hypothécaire sans son consentement explicite? » Julien a balbutié. Je pensais qu'elle savait. « Oui ou non, monsieur Lambert? »« Oui, votre honneur. » « Et est-il vrai que vous avez déménagé sans en informer la propriétaire du terrain où votre maison a été construite? »« Oui. » « Mais... » Cela suffit. Le juge a refermé le dossier d'un coup sec. Je trouve la demande de la plaignante valide. La saisie sur la propriété et les comptes bancaires restera en place. Une enquête pénale est ordonnée contre Madame Charlotte Sanchez pour sa connexion avec le notaire Bertrand Hidalgo. Prochaine audience dans 30 jours pour la présentation de preuves supplémentaires. Le marteau est tombé. Charlotte s'est levée d'un bond. « C'est injuste. Cette vieille femme manipulatrice nous a trompés. Elle a tout signé volontairement. »« Ordre !» a crié le juge. « Madame Sanchez, une autre explosion et je vous tiendrai pour outrage. Vous êtes renvoyée. » Nous avons quitté la salle d'audience. Dans le couloir, Julien m'a rattrapé. Il avait l'air anéanti, comme s'il avait vieilli de 10 ans en une semaine. « Maman, s'il te plaît, parlons. Ça n'a pas à détruire notre famille. »« Julien, tu as détruit notre famille quand tu as décidé que je n'avais pas d'importance. C'était Charlotte. Elle m'a convaincue de tout. Je ne savais rien de ses dettes, de ses problèmes juridiques.
Elle m'a menti. Charlotte s'est approchée comme un animal en cage. Maintenant, tu m'accuses, tu as accepté tout, tu as signé les papiers parce que tu m'as dit que c'était normal, que toutes les familles faisaient comme ça. Je les ai regardés se disputer et j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de satisfaction. Le masque parfait de leur mariage s'effritait. Maître Dubois m'a pris le bras. Allons-y, Hélène, vous n'avez pas à assister à ça. Mais Charlotte n'avait pas fini. Elle s'est plantée devant moi, les bras croisés. Ce n'est pas fini, la vieille. On va se battre. On va prouver que vous nous avez tout donné volontairement. Et quand on aura tout perdu à cause de vous, vous ne reverrez plus jamais votre petit-fils. Cette menace m'a frappée en plein cœur. Léo, mon petit-fils innocent, au milieu de ce gâchis. Léo est la seule chose qui me fait mal dans tout ça, ai-je répondu, la voix tremblante mais ferme. Parce qu'il n'est pas responsable d'avoir une mère fraudeuse et un lâche pour père. Mais je ne vous laisserai pas utiliser cet enfant comme bouclier pour vous en sortir. Vous n'êtes qu'une vieille femme aigrie qui ne supporte pas de voir son fils heureux. Je serais heureuse de voir mon fils heureux. Mais vous ne le rendez pas heureux, Charlotte. Vous ne faites que l'entraîner dans votre gouffre de mensonges et de dettes. Julien s'est interposé entre nous. Ça suffit, toutes les deux. Je l'ai regardé dans les yeux, ces yeux qui m'avaient autrefois regardé avec l'amour pur d'un fils. Julien, tu as encore le temps de faire ce qui est juste. Tu peux témoigner en ma faveur, admettre ce que tu as fait, essayer de réparer les dégâts, ou tu peux rester avec elle et sombrer complètement. C'est ma femme, maman. C'est la mère de mon enfant. Et je suis ta mère, la femme qui t'a porté, qui t'a élevé, qui t'a tout donné. Mais il semble que ça ne signifie plus rien pour toi. Je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie avec Maître Dubois. Derrière moi, j'entendais les cris de Charlotte, les sanglots de Julien, le chaos de leur monde qui s'effondrait. Dehors, le soleil brillait avec une intensité presque offensante, comme si l'univers ignorait que mon cœur était en morceaux. « Vous avez très bien fait, Hélène », m'a dit Maître Dubois. « Je sais que ça fait mal, mais vous êtes du bon côté. Et si je perds mon fils pour toujours? Si vous le perdez pour avoir défendu votre dignité, alors il n'a jamais vraiment été à vous. » Ces mots m'ont accompagné tout le long du chemin du retour. La maison était vide, oui, mais maintenant elle était aussi libre. Libre de règles absurdes, de regards méprisants, d'humiliations quotidiennes. Cet après-midi-là, seule dans ma chambre, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'était une photo de Léo jouant avec des cubes et un message. « Votre petit-fils, que vous ne reverrez jamais. J'espère que votre vengeance en valait la peine. Charlotte. » J'ai pleuré en serrant la montre d'Antoine. J'ai pleuré pour Léo, pour Julien, pour tout ce qui aurait pu être et ne serait jamais. Mais je ne regrettais pas. Parce que parfois, le véritable amour signifie laisser partir, et parfois il signifie se battre, même quand ça fait mal jusqu'au plus profond de l'âme. Les semaines suivantes furent des montagnes russes émotionnelles. Chaque matin, je me réveillais en m'attendant à regretter ce que j'avais fait, mais cela n'arrivait jamais. À la place, je ressentais quelque chose que j'avais oublié, la paix. Maître Dubois me tenait au courant de chaque développement. L'enquête sur Bertrand a révélé qu'il avait falsifié des documents pour au moins 12 autres familles. Charlotte avait été sa complice dans 3 de ces cas, recevant des commissions pour avoir référé des clients. C'était une escroc professionnelle, et Julien n'avait été que sa victime la plus commode. « Hélène, il y a du nouveau », m'a dit Maître Dubois un après-midi de fin novembre. « Julien veut vous parler, sans avocat, sans Charlotte, juste vous deux. » Mon premier instinct fut de refuser, mais quelque chose en moi, cette partie qui était encore une mère, avait besoin de l'écouter. Nous nous sommes rencontrés dans un café neutre, un de ces endroits impersonnels pleins de gens qui ne nous connaissaient pas. Julien est arrivé avec 15 minutes de retard. Il avait une barbe de plusieurs jours, de profondes cernes sous les yeux. Son costume était froissé. Il avait l'air détruit. Il s'est assis en face de moi sans rien dire pendant une longue minute, me regardant simplement comme s'il voyait un fantôme. « Maman, a-t-il commencé, mais sa voix s'est brisée. « Parle, Julien, c'est pour ça que tu es venu. Tu avais raison sur tout. Charlotte m'a menti depuis le début. Les dettes, les précédents cas de fraude, sa relation avec Bertrand. Rien de ce qu'elle m'a dit n'était vrai. Et quand l'as-tu découvert? Il y a 2 semaines. J'ai trouvé des emails entre elle et Bertrand. Ils ont tout planifié avant même de nous rencontrer. Elle a fait des recherches sur moi, maman. Elle connaissait le terrain que tu as hérité de papa avant même que je ne lui en parle. Elle m'a cherché exprès.
Ces mots auraient dû m'apporter de la satisfaction, mais je n'ai ressenti que de la tristesse. De la tristesse pour mon fils, si naïf, si manipulé. Et Léo? Les yeux de Julien se sont remplis de larmes. Charlotte l'utilise. Elle me menace de ne pas me le laisser voir si je témoigne en ta faveur. Elle dit qu'elle affirmera que je suis un père négligent, que je t'ai laissé maltraiter notre fils. Moi, maltraiter Léo? Elle me laissait à peine le tenir. Je sais, maman. Et je suis désolée. Je suis désolée pour tout. Je suis désolée de la façon dont nous t'avons traité. Je suis désolée de t'avoir volé. Je suis désolée de ne pas t'avoir défendu quand elle t'humiliait. Sa voix s'est éteinte en sanglots. Voir mon fils pleurer m'a brisé le cœur, mais je n'allais pas céder. Pas encore. Julien, les excuses c'est bien, mais j'ai besoin de plus que des mots. Je sais. C'est pour ça que je suis là. Je vais témoigner. Je vais dire la vérité sur tout. Sur la façon dont Charlotte a tout planifié. Sur la fraude. Sur la façon dont nous t'avons traité. Je vais faire face aux conséquences. Et Charlotte? J'ai déjà demandé le divorce. Maître Dubois m'a référé à un avocat. Je vais me battre pour la garde de Léo, même si je sais que ce sera difficile. J'ai tendu la main sur la table et j'ai touché la sienne. Elle était froide, tremblante. Mon chéri, tu as fait des choses terribles. Tu m'as blessé d'une manière que je ne croyais pas possible. Mais tu es toujours mon fils. Et si tu es prêt à faire ce qui est juste, à affronter la vérité, alors nous pouvons essayer de reconstruire quelque chose. Peux-tu me pardonner? Te pardonner prendra du temps. Te faire de nouveau confiance en prendra encore plus. Mais je suis prête à essayer, à condition que tu comprennes une chose. Je ne me laisserai plus jamais traiter comme tu m'as traité. Je ne serai plus jamais la mère commode qui accepte des miettes d'attention. Je ne veux pas que tu sois ça, maman. Je veux que tu sois ma mère. La femme forte qui m'a élevée, celle qui m'a appris que faire ce qui est juste fait parfois mal, mais que c'est nécessaire. 2 semaines plus tard, c'était la 2e audience. Cette fois, Julien était assis de mon côté. Son témoignage fut dévastateur. Il a tout raconté. Comment Charlotte l'a manipulé, comment ils ont prévu d'utiliser le terrain, comment ils m'ont relégué dans le débarras, comment ils m'ont fait payer un loyer. Charlotte le fixait avec une haine pure pendant qu'il parlait. Son avocat a tenté de le discréditer, mais les preuves étaient accablantes. Les emails entre elle et Bertrand, les documents falsifiés, les témoignages de voisins qui avaient vu comment j'étais traitée. Le juge a tout écouté avec une expression de plus en plus sévère. Quand les témoignages furent terminés, il ne prit que 5 minutes pour délibérer. J'ai vu de nombreux cas dans ma carrière, mais celui-ci est particulièrement douloureux, a-t-il commencé. Une mère spoliée par sa propre famille, une femme âgée traitée comme une nuisance sur sa propre propriété. Charlotte a essayé d'interrompre, mais son avocat l'a arrêtée. Par conséquent, je statue en faveur de la plaignante, Madame Hélène Lambert. La restitution immédiate de la somme de 250 000 € est ordonnée, plus les intérêts et les dommages. Le prêt hypothécaire est annulé, ayant été obtenu par fraude. La propriété de la construction revient à Madame Lambert. Charlotte s'est levée en criant « Nous n'avons pas cet argent, c'est impossible. » Alors la construction sera saisie et vendue aux enchères. Le produit de la vente couvrira la dette. De plus, Madame Sanchez fera face à des accusations pénales pour fraude. Et Monsieur Lambert? Julien s'est tendu. Monsieur Lambert a pleinement coopéré avec la justice et a montré un remords sincère. Par conséquent, il ne fera pas face à des accusations pénales, mais devra payer une amende de 10 000 € pour sa participation. Le marteau est tombé. J'avais gagné. Dehors du tribunal, Julien m'a serré dans ses bras. « Merci de m'avoir donné une chance, maman. Maintenant, tu dois prouver que tu la mérites. » Et il l'a fait. Les mois suivants furent une lente reconstruction. Julien a emménagé dans un petit appartement. Il s'est battu et a obtenu la garde partagée de Léo. Chaque dimanche, il venait me rendre visite avec mon petit-fils. La maison construite sur mon terrain a été vendue aux enchères. Un jeune couple l'a achetée pour 8 millions d'euros. Après avoir payé les dettes et les frais de justice, il me restait 2 millions. Avec cet argent, j'ai vendu le terrain lui-même pour 8 millions. Le total m'a donné 5 millions. J'ai acheté un petit mais lumineux appartement à Passy. 2 chambres, un balcon avec des plantes, une vue sur un parc. Mon propre espace, juste pour moi. J'ai fait un don de 50 000 € à une fondation qui aide les femmes âgées victimes de maltraitance familiale. Parce que j'ai eu la chance de connaître Maître Dubois, d'avoir les ressources pour me battre. Beaucoup ne l'ont pas. Le reste, je l'ai investi judicieusement, cette fois avec un vrai conseiller financier.
Un dimanche après-midi, Julien est venu avec Léo. Le garçon, maintenant âgé de 2 ans, a couru dans mes bras en criant « Mamie, j'ai fondu ». 6 mois après la résolution du procès, ma vie était complètement différente. Je me suis réveillée un matin de mai dans mon appartement. Le soleil filtrait à travers les rideaux blancs que j'avais choisis moi-même, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que j'avais oublié. La joie. L'appartement de Passy était devenu mon sanctuaire. Petit, oui, mais chaque coin était à moi. Les murs couleur ivoire que j'ai peints avec l'aide de Léa, les pots de géranium sur le balcon, la photo d'Antoine dans le salon à côté d'une nouvelle de Léo. Ici, personne ne me disait à quelle heure je pouvais cuisiner ou quand faire ma lessive. Julien a tenu parole. Chaque dimanche, il arrivait avec Léo. Et lentement, nous avons reconstruit quelque chose qui ressemblait à une relation. Ce n'était pas la même qu'avant. Ça ne le serait probablement jamais. Mais c'était honnête. Il n'y avait plus de masques ni de mensonges commodes. « Maman, j'ai apporté ton dessert préféré », a-t-il dit ce dimanche-là, en entrant avec une boîte de pâtisserie de la pâtisserie des rêves, cette boulangerie traditionnelle que nous visitions quand il était enfant. Léo a couru directement dans mes bras. « Mamie, regarde mon dinosaure ». Je me suis agenouillée à sa hauteur, oubliant un instant mes genoux qui n'étaient plus les mêmes, et j'ai admiré son jouet avec un intérêt sincère. Il est magnifique, mon amour. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Antoine, comme mon papy qui est au ciel. Mes yeux se sont remplis de larmes. J'ai regardé Julien, qui souriait tristement. Je lui ai parlé de papa, a-t-il expliqué. De comment il était, de ce qu'il faisait, de combien il t'aimait. Je veux que Léo sache d'où il vient. Pendant que Léo jouait dans le salon, Julien et moi nous sommes assis sur le balcon avec un café. « Comment ça va avec Charlotte ?» ai-je demandé. Pas par curiosité morbide, mais parce que sa situation affectait mon petit-fils. Le divorce a été finalisé la semaine dernière. Elle a la garde partielle, mais avec supervision. Le juge n'a pas eu confiance en la laissant seule avec Léo après tout ce qui est sorti au procès. Et comment va-t-elle? Julien a soupiré. Je ne sais pas vraiment. Elle a emménagé chez ses parents à Madrid. Elle fait face à des accusations de fraude avec Bertrand. Son avocat dit qu'elle aura probablement une peine avec sursis pour être mère pour la première fois, mais elle aura un casier judiciaire. Tu la détestes? Mon fils a réfléchi longtemps. Je ne crois pas. J'ai pitié d'elle. C'est une personne qui n'a jamais appris à vivre sans tromper. Mais ce n'est plus mon problème. Ma priorité maintenant, c'est Léo et reconstruire ma vie. Et avec moi? Comment te sens-tu par rapport à moi? Honteux. Chaque jour. Chaque fois que je vois cet appartement et que je pense qu'il aurait pu être plus grand, plus confortable, si nous ne t'avions pas volé. Chaque fois que je vois Léo et que je pense à la façon dont on t'a interdit de le tenir. Julien, non. Laisse-moi finir. J'ai été un fils terrible. J'ai choisi une femme que je venais de rencontrer au lieu de la femme qui m'a donné la vie. J'ai permis qu'on te traite comme une ordure. Et le pire, c'est qu'une partie de moi savait que c'était mal, mais il était plus facile de regarder ailleurs. Et qu'as-tu appris de tout ça? Que le silence te rend complice. Que le véritable amour demande du courage. Et que toi, maman, tu es la personne la plus forte que je connaisse. J'ai pris sa main. Je ne suis pas forte, mon chéri. J'en ai juste eu marre d'être faible. Ce dimanche-là, après leur départ, je suis restée sur le balcon à regarder le coucher de soleil. La ville s'étendait devant moi, des millions de vies, des millions d'histoires, et je n'étais qu'une de plus. Une femme âgée qui a failli tout perdre mais qui a trouvé la force de revendiquer sa dignité. Mon téléphone a sonné. C'était Béatrice, ma belle-sœur. « Hélène, tu as vu le journal d'aujourd'hui? » « Non, pourquoi? Il y a un article sur Bertrand et d'autres notaires corrompus. Ils mentionnent ton cas. Ils disent que grâce à ton procès, 5 autres familles ont trouvé le courage de porter plainte. J'ai cherché l'article en ligne. Mon histoire y était, sans mon nom complet, mais reconnaissable. Et à la fin, le journaliste écrivait « Cette femme a prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour défendre ce qui vous appartient. Sa bravoure a ouvert la voie à d'autres victimes pour trouver la justice. » J'ai fermé le téléphone et j'ai regardé la photo d'Antoine. J'ai réussi, mon amour. Ça m'a coûté. Ça m'a fait mal, ça m'a presque détruite, mais j'ai réussi. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. C'était de la fondation à laquelle j'avais fait un don. « Madame Lambert, nous aimerions que vous veniez donner une conférence.
Il y a beaucoup de femmes qui vivent des situations similaires à la vôtre. Votre histoire pourrait les aider. Au début, j'ai hésité. Je ne me considérais pas comme un exemple. Mais ensuite, j'ai pensé à toutes les Hélène du monde, celles qui, dans ce débarras, avalent des humiliations, croyant que l'amour signifie tout endurer. J'ai accepté. La conférence a eu lieu dans un centre communautaire de l'Est parisien. Il y avait 40 femmes, la plupart de plus de 50 ans, toutes avec des histoires de maltraitance familiale, de spoliation, de manipulation. Quand j'ai fini de raconter mon histoire, beaucoup pleuraient. Une femme de 70 ans s'est approchée de moi après. Je vis avec ma fille et mon gendre depuis 10 ans. Ils me traitent comme une bonne, mais je pensais que c'était comme ça, que je n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix, ai-je dit en lui prenant les mains. Ce n'est peut-être pas facile. Ça peut faire mal, mais votre dignité vaut plus que le confort de se taire. Ces mots sont devenus mon nouveau but. J'ai donné 3 autres conférences cette année-là. J'ai aidé 2 femmes à contacter des avocats. J'ai créé un petit groupe de soutien qui se réunissait tous les mois dans mon appartement. 1 an après le procès, pour mon 69e anniversaire, Julien est arrivé tôt avec Léo. Joyeux anniversaire, maman. J'ai quelque chose pour toi. Il m'a tendu une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une montre. Pas n'importe quelle montre. C'était la montre de poche d'Antoine, mais maintenant restaurée, brillante, fonctionnant parfaitement. Je sais à quel point elle compte pour toi. Je l'ai fait réparer. Maintenant, elle fonctionne comme neuve. Je l'ai tenue dans mes mains, écoutant son tic-tac régulier, et j'ai pensé à tout le chemin parcouru, les pertes, les batailles, les petites et grandes victoires. Merci, mon fils. Non, maman, merci de ne pas avoir abandonné, de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Cette nuit-là, de nouveau seule mais plus solitaire, je me suis assise sur mon balcon avec une tasse de thé. La ville brillait en contrebas, pleine de possibilités. J'ai pensé à la Hélène d'il y a 2 ans, celle qui vivait dans un débarras en demandant la permission d'exister. Et j'ai pensé à la Hélène de maintenant, celle qui avait son propre espace, sa propre voix, sa propre vie. 18 mois après le procès, j'ai reçu une lettre recommandée. L'enveloppe était épaisse, officielle, avec le logo du tribunal de grande instance. Pendant un instant, la vieille peur est revenue. Charlotte avait-elle fait appel? Y avait-il un nouveau problème? J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. Mais ce n'était pas ce que je craignais. C'était une notification que l'affaire avait été définitivement close. Charlotte avait été condamnée à 2 ans de prison avec sursis et 5 ans de probation pour fraude. Bertrand avait écopé de 4 ans de prison ferme. Tout était officiellement terminé. J'ai appelé Maître Dubois immédiatement. « Vous l'avez vu, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix satisfaite. « Justice complète, Hélène. Ça n'arrive pas toujours comme ça, Maître Dubois. Je ne peux pas assez vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Hélène, je n'ai fait que mon travail. Vous avez fait le plus dur. Vous avez eu le courage de vous défendre quand il aurait été plus facile de se taire. Cet après-midi-là, j'ai décidé de faire quelque chose que j'avais reporté. Je suis allée au cimetière où reposait Antoine. Je n'avais pas visité sa tombe depuis des mois, occupée par ma nouvelle vie, par la reconstruction de tout ce que j'avais perdu. J'ai nettoyé la pierre tombale avec soin. J'ai remplacé les fleurs fanées par des glaïeuls frais, ses préférés. Je me suis assise sur l'herbe à côté de lui, sans me soucier de salir ma jupe. « C'est fini, mon amour », ai-je dit à voix basse. J'ai récupéré notre dignité. J'ai récupéré la valeur de ce que nous avons construit ensemble. Et même si ça m'a presque coûté notre fils, je pense qu'à la fin, je l'ai récupéré aussi. Le vent soufflait doucement, faisant bruisser les feuilles des arbres. Je voulais croire que c'était Antoine qui me disait qu'il était fier. J'aimerais que tu puisses voir Léo. Il ressemble tellement à Julien quand il était petit. Il a ce même rire bruyant, cette même curiosité pour tout. Et il m'appelle mamie avec tant d'affection que j'en oublie parfois toutes les mauvaises choses qui se sont passées. Je suis restée là 1 heure de plus, lui racontant tout. Les dimanches avec Julien, les conférences au centre communautaire, les femmes que j'avais aidées, mon appartement qui sentait le café et les fleurs fraîches chaque matin. En me levant pour partir, j'ai laissé quelque chose à côté des fleurs. C'était une photocopie du jugement final. Je voulais qu'Antoine sache, d'une manière ou d'une autre, que je m'étais battue pour ce qu'il m'avait laissé. Le dimanche suivant, Julien est arrivé avec une nouvelle. « Maman, j'ai eu une promotion. Directeur régional. C'est beaucoup plus d'argent, mais aussi plus de responsabilités. Félicitations, mon fils. Ton père serait fier. Il y a autre chose. »
Avec l'augmentation, je veux commencer à te rembourser. Pas tout. Je ne pourrai probablement jamais rattraper les 250 000 €, mais je veux essayer. Julien, je n'ai pas besoin. Si, tu en as besoin. Et j'ai besoin de le faire. S'il te plaît, laisse-moi essayer de réparer au moins une partie des dégâts. J'ai accepté. Non pas parce que j'avais besoin de l'argent, mais parce que j'ai compris que cela faisait partie de son processus de guérison. Chaque mois, Julien déposait pas 1 000 € sur mon compte. Ce n'était pas beaucoup pour lui avec son nouveau salaire, mais pour moi, cela représentait quelque chose de plus précieux que l'argent. Cela représentait la responsabilité, la maturité, la rédemption. En octobre, j'ai eu 70 ans. Julien a organisé une fête surprise dans mon appartement. Ce n'était pas grand, il n'y avait pas de luxe. Léa était là, ma sœur Corinne qui a voyagé de la Nouvelle-Orléans, Béatrice avec ses filles, quelques nouveaux voisins devenus amis, et les femmes du groupe de soutien que j'avais formé. Léo a couru vers moi en criant « Surprise, mamie ?» J'ai aidé à choisir le gâteau. C'était au chocolat mon préféré. Simple mais parfait. Pendant la fête, en regardant toutes ces personnes qui m'aimaient vraiment, qui célébraient avec moi non par obligation, mais par affection sincère, j'ai compris quelque chose. J'avais gagné beaucoup plus que ce que j'avais perdu. Oui, j'avais perdu de l'argent, j'avais perdu des années de relation avec mon fils, j'avais perdu l'illusion d'une famille parfaite, mais j'avais gagné le respect de moi-même, j'avais gagné l'authenticité. J'avais gagné la certitude que je pouvais survivre, que j'étais plus forte que je ne le pensais. À la fin de la soirée, quand tout le monde était parti, Julien est resté pour m'aider à nettoyer. « Maman, je peux te demander quelque chose? »« Bien sûr, mon fils. »« M'as-tu pardonné? » ?»« Vraiment, pas seulement en paroles. » Je me suis arrêtée, posant l'assiette que je lavais. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Tu sais ce que j'ai appris de tout ça, Julien? Que le pardon n'est pas un événement, c'est un processus. Il y a des jours où je te vois avec Léo et mon cœur se remplit d'amour, et j'ai l'impression que tout est dû passer. Il y a d'autres jours où je me souviens de ce débarras, et je ressens encore de la colère. Je comprends. Mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai choisi de laisser tomber le ressentiment. Pas pour toi, mais pour moi, parce que porter ce poids me tuait. Alors, oui, je t'ai pardonné. Mais le pardon ne signifie pas l'oubli. Cela signifie se souvenir sans douleur. Julien a hoché la tête, les larmes aux yeux. C'est tout ce que je peux demander. Cette nuit-là, après son départ, je me suis assise sur mon balcon comme je le faisais tous les soirs, mais cette fois avec la montre d'Antoine dans les mains, écoutant son tic-tac constant. J'ai pensé à la Hélène qui a répondu à cet appel téléphonique il y a presque 2 ans. Celle qui a entendu « On a oublié de te le dire » et a senti son monde s'effondrer. Cette Hélène était brisée, perdue, résignée. Maintenant, j'étais quelqu'un d'autre. Pas meilleure ou pire, juste différente. Quelqu'un qui savait poser des limites, quelqu'un qui comprenait que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, quelqu'un qui avait appris que parfois il faut tout casser pour mieux reconstruire. La ville scintillait devant moi avec ses millions de lumières, ses millions d'histoires, et je n'étais qu'une de plus. Mais c'était la mienne, entièrement la mienne. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. L'air frais de la nuit, le son lointain de la circulation, l'odeur des gardénias de mon balcon. Tout cela était réel, tout cela était à moi. Et pour la première fois depuis des années, c'était plus que suffisant. 2 ans et demi après cet appel qui a changé ma vie, je me suis retrouvée assise sur mon balcon à nouveau, mais cette fois avec un carnet entre les mains. Une des femmes du groupe de soutien m'avait suggéré d'écrire toute mon histoire. « Madame Hélène, ce que vous avez vécu doit être raconté. Il y a des milliers de femmes qui ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules, qu'on peut s'en sortir. » J'ai donc commencé à écrire, non pas pour publier un livre ou quelque chose de grandiose, juste pour laisser une trace, pour qu'un jour, quand Léo serait grand, il puisse lire ces pages et comprendre pourquoi sa grand-mère a fait ce qu'elle a fait. C'était un samedi ensoleillé de mars quand j'ai terminé la dernière page. Ce jour-là même, Julien est arrivé avec une nouvelle inattendue. « Maman, Charlotte quitte le pays. Elle a trouvé un travail en Espagne. Elle emmène Léo. » Mon cœur s'est serré. Et la garde partagée. Le juge a autorisé le déménagement. Charlotte a rempli toutes les exigences de sa probation. Elle a suivi une thérapie, payé toutes les amendes. Le juge a considéré qu'il valait mieux pour Léo avoir de la stabilité, même si cela signifie vivre loin. Et comment te sens-tu? Dévastée, mais aussi soulagée. Charlotte a besoin d'un nouveau départ.
loin de tout ça. Et peut-être, juste peut-être, que cela fera d'elle une meilleure personne. Pour le bien de Léo. Tu lui as pardonné aussi? Julien a réfléchi un instant. Je ne sais pas si « pardonner » est le mot juste. Mais j'ai compris qu'elle est aussi une victime de ses propres mensonges. Elle a grandi en croyant que l'argent et les apparences étaient tout. Elle n'a jamais eu d'exemple de véritable amour. D'une certaine manière, maman, elle est plus pauvre que nous, même avec ce travail en Europe. Une semaine plus tard, nous sommes tous allés à l'aéroport. Charlotte avait l'air différente. Pas de maquillage excessif, des vêtements simples, ses cheveux en une simple queue de cheval. Elle avait l'air presque humaine. Quand elle m'a vue, elle a hésité. Puis elle s'est approchée avec Léo à la main. « Madame Hélène, a-t-elle commencé, mais les mots sont restés coincés. « Prends bien soin de mon petit-fils », ai-je dit simplement. « C'est tout ce qui compte maintenant. » Elle a hoché la tête, les yeux brillants. « Je le ferai. Et je suis désolée pour tout. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais c'est la vérité. Alors je te souhaite le meilleur, Charlotte. Vraiment. » Je me suis agenouillée devant Léo, qui avait maintenant 3 ans et demi. « Mon amour, tu vas dans un très bel endroit avec ta maman. Mais mamie sera toujours là. »« Oui, nous parlerons en appel vidéo. Je t'enverrai des lettres et des dessins. »« Et mon dinosaure Antoine ?» a-t-il demandé de sa petite voix. « Ton dinosaure Antoine veillera sur toi d'ici, mon chéri. Et ton papy au ciel aussi. » Je l'ai serré dans mes bras de toute mon âme, essayant de stocker ce moment dans ma mémoire pour les jours difficiles à venir. Nous les avons regardés passer la sécurité. Léo s'est retourné 3 fois pour nous faire signe de sa petite main. Julien pleurait silencieusement à côté de moi. « Mon fils s'en va, maman. Il part loin. Mais pas pour toujours. Il reviendra pour les vacances, et quand il sera plus grand, il décidera où il veut être. » Sur le chemin du retour, Julien m'a raccompagnée à mon appartement. « Maman, je sais que les choses ne seront plus jamais comme avant, mais penses-tu qu'un jour nous pourrons être une famille normale, sans tout ce poids du passé? » Mon chéri, les familles normales n'existent pas. Elles ont toutes leurs problèmes, leurs secrets, leurs cicatrices. Ce qui compte, c'est si nous sommes prêts à guérir ensemble. Et es-tu prête? Je suis prête depuis 2 ans et demi, Julien. J'attends que tu finisses de tout digérer. J'attends que tu grandisses assez pour comprendre ce que signifie vraiment la famille. Cette nuit-là, de nouveau seule, j'ai ouvert le carnet où j'avais écrit mon histoire. J'ai lu la dernière ligne que j'avais écrite. Et puis j'ai compris que la liberté a un prix, mais que la dignité n'en a pas. J'ai pensé à tout le parcours, à cette Hélène qui vivait dans un débarras en demandant la permission d'exister, à celle qui a ouvert son ordinateur portable et envoyé cet email qui a tout changé, à celle qui a affronté son fils dans une salle d'audience, à celle qui a reconstruit sa vie à partir de 0 à 68 ans. Chacune de ces Hélènes était moi, et toutes ensemble avaient créé la femme que j'étais maintenant. Mon téléphone a vibré. C'était un message d'une des femmes du groupe de soutien, Rosa, qui avait trouvé le courage de poursuivre sa famille la semaine dernière. « Madame Hélène, merci de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour récupérer sa vie. Aujourd'hui, j'ai recommencé à vivre. » J'ai souri. C'était peut-être ça, la vraie victoire. Pas l'argent récupéré, pas la maison, pas même la relation reconstruite avec Julien. C'était de savoir que ma douleur avait servi à quelque chose, que mon histoire pouvait éclairer le chemin d'autres femmes piégées dans la même obscurité. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. La ville s'étendait devant moi, vivante, palpitante, pleine d'histoires comme la mienne. Des histoires de femmes qui apprennent tard, mais qui apprennent quand même. Qui tombent, mais qui se relèvent. Qui perdent, mais qui gagnent la chose la plus importante. Elles-mêmes. J'ai pris la montre d'Antoine sur la table. Nous avons réussi, mon amour. Ce n'était pas comme nous l'avions prévu, mais nous avons réussi. Notre fils a appris. Notre petit-fils saura d'où il vient. Et moi? Je suis redevenue moi-même. La montre indiquait 22 heures. Un nouveau jour commencerait dans 2 heures. Un nouveau jour où je choisirais comment vivre, quoi faire, avec qui être. Un nouveau jour de liberté. Car à la fin, c'est ce que j'avais gagné. Pas une maison parfaite ou une famille parfaite. J'avais gagné la liberté d'être imparfaite. De faire des erreurs, de poser des limites, de dire non, de dire oui. De vivre sans demander la permission. Et ça, ai-je découvert, c'était la vraie richesse.
Pas ce que l'on possède, mais ce que l'on ne permet pas qu'on vous prenne. Pas ce dont on hérite, mais ce que l'on construit de ses propres mains. Pas ce que les autres pensent de vous, mais ce que vous pensez de vous-même. J'ai fermé la fenêtre et j'ai éteint les lumières. Demain serait un autre jour, un jour de plus de cette nouvelle vie que je m'étais battue si durement pour obtenir. Et en me couchant dans mon petit mais mon propre appartement, dans mon espace qui sentait le café et les gardénias, j'ai souri. Parce que finalement, après tant d'années, j'étais rentrée à la maison. Pas dans une maison de briques et de mortier, mais en moi-même.